On le traite de méchant, de maître de guilde impitoyable qui bannit quiconque lui déplaît. Mais Act n'est pas en train de jeter les gens dehors. Il les place précisément là où leurs talents brillent le plus comme il l'a toujours fait. Chaque expulsion devient une histoire à succès. Chaque victime revient pour le remercier et sa nouvelle guilde se hisse jusqu'au rang S. Il rassemble les marginaux, les façonne en légende et les envoie à la conquête du monde. Que se passe-t-il lorsque le méchant devient le plus grand mentor du monde? Découvrons-le. Cette histoire commence avec Hylanx, le maître de la guilde d'aventuriers Home Heroes, annonçant au protagoniste Act qu'à partir d'aujourd'hui, il n'a plus besoin de venir ici. Il est inutile d'aucune utilité pour cette guilde. Le protagoniste était complètement abasourdi. Qu'est-ce qu'il racontait? Il avait énormément contribué à cette guilde. Il ne pouvait pas l'expulser comme ça d'un coup. Hylanx se crispa, se leva de son bureau et s'exclama. « Tu ne comprends donc pas. Nous n'avons pas les moyens de garder des gens inutiles, alors fais tes affaires et fiche le camp d'ici. » Le protagoniste fut attrapé par les bras par la sécurité qui essaya de le traîner hors du bureau. Act résista, demandant au maître de la guilde d'attendre pour discuter plus en détail, mais ce fut en vain. Il fut jeté à la porte de la guilde. Il cria de désespoir. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Les gardes répondirent avec indifférence. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire, il était désormais seul. Des années plus tard, dans le royaume de Gaianiga, dans la ville de Foretsu, au sein de la guilde d'aventuriers Precious Talents, on frappa à la porte du bureau du protagoniste, qui, convoqué par Act, était venu le voir. Il pensait avoir effacé de sa mémoire les paroles de ceux qui l'avaient exilé. Ce jour-là, il avait été injustement renvoyé de la guilde, mais il avait décidé de ne jamais être aussi cruel. Quand Ki entra dans le bureau, le protagoniste dit au garçon qu'il n'avait plus besoin de venir. « Tu es inutile, d'aucune utilité pour cette guilde. » Le forgeron regarda le protagoniste avec stupéfaction et s'exclama « Si soudainement, ça fait des années que je contribue à cette guilde. » Act déclara « Je ne le répéterai pas, va-t'en. » Le garçon incrédule tenta de répliquer, mais l'attitude du protagoniste montrait clairement qu'il ne voulait rien entendre. Il se disait qu'il y avait une limite. L'argent et le talent. Il était inutile de garder quelqu'un dont on n'avait plus besoin. Qui dit tristement « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai ni parents ni relations. Si je suis renvoyé, je vais finir à la rue. » Le protagoniste expliqua que la guilde des forgerons, le marteau du dieu de la guerre, avait préparé pour lui un poste de directeur adjoint au siège de la capitale royale. Qui surpris lui demanda de quoi il parlait. Federica, la servante personnelle du protagoniste, réprimanda le garçon. « Écoutez ce que le maître a à vous dire. Il vous a trouvé un meilleur travail qu'ici. » Le protagoniste s'indigna. « Ne parle pas à ma place. » Il se tourna vers le forgeron et continua. « Mon ami cherchait quelqu'un qui puisse l'aider. Tu as amélioré tes compétences de forgeron et atteint un certain niveau. Maintenant, va démontrer ton talent dans un nouveau domaine. » Le protagoniste ordonna à Frederica de donner tous les documents au garçon et la jeune femme obéit en remettant les papiers nécessaires à qui ne comprenait pas ce qui se passait. Ack lui fit remarquer qu'il allait bientôt se marier, n'est-ce pas? Il serait plus efficace et rentable de gagner un revenu fixe en tant que directeur adjoint que de rester ici. Je paierai tes frais de déménagement et tout le reste. Si tu acceptes, alors pars. Quand Ki retrouva un peu ses esprits, il lut les documents et remercia joyeusement son maître. Il n'aurait jamais imaginé que les choses se passeraient ainsi en venant ici. Le protagoniste lui dit de ne pas se méprendre. Ce n'est pas pour toi. Un forgeron n'est d'aucune utilité dans une guilde d'aventuriers. Laisser ton talent pourrir serait préjudiciable à la société dans son ensemble. Federica pensa qu'il était complètement incapable d'être honnête. Kai s'excusa auprès du protagoniste et dit qu'il ne l'avait toujours pas remboursé. « Malgré mon inutilité, vous m'avez recueilli et ne m'avez jamais humilié. Vous avez découvert et développé mon talent pour la forge dont je ne soupçonnais même pas l'existence. » Le protagoniste lui dit de ne pas s'attarder sur ce qu'il laissait derrière lui. Au lieu de ça, tu devrais réfléchir à la façon de t'habituer rapidement à ton nouveau travail. De plus, tu n'es plus membre de cette guilde. Ne t'en préoccupe pas et contente-toi de partir. Qui le regarda avec surprise et le remercia pour son aide. Le forgeron ajouta qu'il n'oublierait jamais sa gentillesse. Il travaillerait dur pour le lui rendre au centuple. Le protagoniste remarqua « Eh bien, essaie donc. » Qui l'en assura et ils se dirent au revoir. Après le départ du forgeron, Frederica demanda à son maître si tout s'était bien passé. Ce garçon était très utile, n'est-ce pas? Peut-être n'auriez-vous pas dû le laisser partir. Act répondit que ce n'était pas grave. Un jour, il réussira. Son regard ne trompe pas. Il deviendra le dirigeant d'une grande organisation. C'est une certitude. J'ai simplement décidé qu'il serait plus rentable de récupérer mon investissement de cette façon. Telle fut sa réponse à la servante. Elle comprit tout. Le protagoniste continua. On relâche les jeunes poissons dans la mer et on leur donne l'occasion de prendre du gras pour pouvoir les repêcher plus tard en meilleur état. Et qui lui-même en profite donc il ne sera pas offensé par son exclusion. Federica frappa dans ses mains et dit que c'était bien digne du maître qu'il était excellent pour jouer le rôle du méchant maître de guilde. Elle est impressionnée.
Cependant, pourquoi le remerciait-il? Le protagoniste a dit que maintenant il devait rembourser sa dette. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il était si reconnaissant, même si c'était juste pour la forme. La servante a dit « Je comprends, c'est vraiment un méchant. » Le protagoniste a demandé sarcastiquement « C'est vraiment un compliment. » Elle a répondu que oui. La jeune femme a ajouté qu'il était un maître de guilde merveilleux. Elle en était certaine. Act la regarda en silence. Federica a dit « Bon alors, au travail. » Le dîner commence à 19 heures. La jeune femme est partie et le protagoniste s'est dit que les paroles de ceux qui l'avaient expulsé étaient gravées dans sa mémoire. Ce jour-là, il avait été injustement renvoyé de la guilde, mais il avait pris la décision de ne plus jamais être aussi cruel et de ne plus jamais revoir de telles personnes autour de lui. Alors maintenant, il est son propre maître. Sur le continent à l'ouest de ce monde, diverses races humaines et non humaines vivent dans leur propre pays. L'un d'eux est le royaume humain de Gdan. Une importante réunion gouvernementale s'y tenait actuellement. Le sujet était la défaite du roi démon qui devenait de plus en plus dangereux chaque jour. Le roi de Gdanéa, Joseph, prit la parole. Après quelques délibérations, ils sont parvenus à un consensus. Le héros chargé de détruire le roi démon était Lawrence. Il demanda aux personnes présentes s'il y avait des objections. Un subordonné et conseiller du roi demanda s'il pouvait clarifier quelque chose. Lawrence possédait la force, le pouvoir magique et la force intérieure nécessaires à la victoire. Il serait certainement à la hauteur de leurs attentes. Mais il y avait un problème. Il était trop fort. Tout le monde le regarda avec surprise. Le roi fit la remarque « Est-ce vrai ?» Le conseiller confirma que c'était le cas. Le garçon était en effet exceptionnellement fort, mais si fort qu'il n'avait aucun compagnon pour le soutenir. Or, les compagnons étaient essentiels pour vaincre le roi démon. Il était assez doué pour affronter à lui seul une horde entière de dragons, s'exclama la princesse Alistella. C'est inadmissible, pensa-t-elle. Une seule personne peut s'occuper d'adversaires qu'un aventurier de haut rang aurait du mal à vaincre même avec tout un groupe. Comment pourrait-on trouver un compagnon d'un tel calibre? L'humanité n'a été épargnée jusqu'à présent par le Seigneur suprême, réputé plus fort que tous les autres que grâce aux enchantements sacrés laissés par les anciens héros. Mais même ceux-ci s'affaiblissent d'année en année. Le Seigneur suprême doit être vaincu avant que les enchantements ne disparaissent complètement. La situation était bien sûr désespérée. À ce moment-là, le prince Edward demanda la parole. Le roi lui demanda s'il avait quelque chose à dire. Le prince dit « Et si nous faisions appel au protagoniste ?» Joseph demanda « Qu'as-tu dit ?» Edward fit remarquer que c'est lui qui avait repéré le talent de Lawrence alors qu'il n'était qu'un orphelin et qu'il l'avait élevé. Il était convaincu que le protagoniste trouverait quelqu'un qui pourrait se tenir aux côtés du héros. Le roi réfléchit aux paroles de son fils. Alistella, surprise, demanda à son frère « Qui est-ce » Le conseiller répondit « C'est le pire maître de guilde qui soit il a environ 25 ans maintenant. Il a fondé la guilde d'aventuriers Talent Précieux, très jeune pour ensuite en faire la deuxième guilde d'aventuriers de rang S. » Alistella demanda perplexe le pire. Ses accomplissements ne sont-ils pas remarquables? La guilde était devenue si influente en seulement quelques années. Le conseiller dit qu'il avait entendu de vilaines rumeurs à son sujet. On dit qu'Act exile dans d'autres endroits les personnes dont il n'a plus besoin dans la guilde. Il a également dit qu'il avait de l'influence sur les nobles et même sur d'autres pays. La rumeur dit que les guildes qui lui déplaisaient ont été détruites en une nuit. La princesse se demanda déconcertée « Une telle personne pourrait-elle vraiment exister ?» Le prince ricana et se dit qu'il ne voulait tout simplement pas qu'Act endosse le rôle de l'élu qu'ils avaient préparé pour quelqu'un d'autre. Joseph eut un petit rire pensif et confia l'affaire à son fils Edward. Bonne était sur le point de protester, mais le roi lui lança un tel regard qu'il décida de se taire. Le prince dit à son père qu'il contacterait le protagoniste immédiatement. Alistella demanda à son père si elle pouvait les accompagner. Le roi s'exclama avec surprise. Pourquoi la jeune femme parla comme une princesse convaincue qu'elle apprendrait ainsi à mieux le connaître? De plus, elle a l'obligation de s'assurer que les décisions importantes concernant l'avenir de leur peuple sont prises de manière juste et honnête. Le souverain lui dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Edward remarqua qu'elle était comme toujours très sérieuse. Alistella répondit qu'elle faisait confiance à son frère, mais seulement à lui. Le prince dit qu'il le savait et que c'est pour cela qu'ils iraient ensemble. La jeune femme confirma et le roi mit fin à la réunion. Le frère et la sœur s'exclamèrent qu'ils feraient de leur mieux pour le bien de leur pays. Quelque temps plus tard, Federica est venue voir le protagoniste, lui a souhaité le bonjour et l'a informé que son petit déjeuner était prêt. Il l'a remercié et s'est assis à table. En voyant un petit dessert, il lui demanda de quel genre de gâteau il s'agissait. La servante répondit qu'il semblait avoir été préparé par la fille du chef cuisinier comme une façon de le remercier. Le protagoniste a dit « Alors Lily ?» Frederica s'est excusée et a ajouté qu'elle leur avait dit de ne pas gaspiller trop de sucre, mais qu'il ne l'avait pas écouté. Le protagoniste lui a dit de ne pas dire de bêtises. Bien sûr qu'il allait le manger. La servante lui a demandé surprise. Il allait quand même le manger. Comme c'est étrange, a dit Act.
Sinon, tout ce temps et ses efforts seraient gâchés. La jeune fille l'a regardé attentivement et a remarqué que le maître avait un cœur très bon. Le protagoniste était surpris. Parlait-elle de lui? Elle a expliqué « Bien sûr, il est si charmant ». Le protagoniste a dit qu'il pouvait en dire autant d'elle. Frederica lui a demandé timidement de quoi il parlait. Act lui a dit « C'est une fille belle et intelligente avec un sourire agréable ». La servante est devenue encore plus embarrassée et a dit « Malheureusement, la seule personne à qui elle sourit, c'est lui ». Le protagoniste a dit « Eh bien, tant mieux ». Après le petit déjeuner, ils se sont rendus à la guilde. Frederica a demandé au protagoniste quels étaient ses plans pour aujourd'hui. Il lui a répondu que le matin, il avait une vérification de documents. Ensuite, une réunion avec le maire. Dans l'ensemble, il avait un emploi du temps chargé pour la journée. La servante lui a demandé s'il voulait se reposer un peu. Act a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de remettre le travail à plus tard alors qu'il pouvait le faire tout de suite. C'était inutile. Quand ils sont entrés dans la guilde, toutes les personnes présentes l'ont salué. Frederica a informé tout le monde que le maître avait un emploi du temps très serré aujourd'hui. Ils devaient planifier leur rendez-vous et s'ils n'avaient pas d'affaires urgentes, ils devaient le lui faire savoir. Le protagoniste a noté que tout le monde était de bonne humeur aujourd'hui. À ce moment-là, Yoko a commencé à se frayer un chemin à travers la foule, criant qu'elle devait de toute urgence rencontrer le maître de la guilde et qu'on la laisse passer. Elle s'est jetée aux pieds du protagoniste. Il s'est exclamé de surprise. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Comment allait-elle? La jeune fille, les larmes aux yeux, a essayé de lui dire quelque chose, mais n'y est pas parvenue. Frederica pensa. Peut-être que le mage de la cour l'a envoyé. Comment une roturière proche de la cour a-t-elle pu se retrouver ici? Elle a dit à Yoko qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour une entrevue avec le maître. Le protagoniste a dit à la servante d'annuler la réunion et qu'il s'excuserait en personne plus tard. Frederica, surprise, lui a demandé s'il en était sûr. Il a répondu que Yoko était sa subordonnée même si c'était dans le passé. Il a pris la jeune fille par les épaules et lui a dit qu'ils allaient lui parler dans son bureau. Les visiteurs étaient indignés. Comment était-ce possible? Pourquoi elle? Dans le bureau, il a fait asseoir Yoko sur une chaise et lui a servi du thé. Ensuite, il lui a demandé si elle s'était calmée. La jeune fille a répondu que tout allait bien et qu'il devait lui pardonner. Frederica a dit que Yoko avait été renvoyée le mois dernier et avait rejoint les mages de la cour. N'est-ce pas? Le protagoniste a répondu que oui, elle était à l'origine une guérisseuse, mais qu'elle avait une grande aptitude pour la magie. La servante était surprise. Travailler au palais ne lui convenait donc pas. La jeune fille a répondu que non, elle était très heureuse de ce travail. Pour elle, c'était une vocation. C'est juste qu'il s'était passé quelque chose de désagréable. Elle a été affectée au département de recherche magique du corps des mages de la cour. Mais elle s'est retrouvée sous la surveillance accrue du chef Hagen. Il a profité de sa position pour la menacer de renvoi si elle lui résistait. Il l'a touchée à plusieurs reprises. Elle en a parlé à ses collègues, mais ils lui ont dit de laisser tomber. Elle a toléré la situation parce que c'est lui le protagoniste qui lui avait recommandé cet endroit. Elle ne voulait pas lui causer de problème, mais elle n'en pouvait plus. Qu'il la laisse revenir auprès de lui. Le protagoniste pensa sombrement. Maintenant, tout était clair pour lui. Il s'est souvenu comment un jour Yoko lui avait souhaité le bonjour, ajoutant qu'elle lui avait apporté les matériaux qu'il avait demandés. Le protagoniste l'a remerciée et en la regardant de plus près a noté qu'elle n'avait pas l'air bien. Il lui a demandé si elle était malade. La jeune fille a répondu qu'elle avait pris sa température mais que tout allait bien. Elle était seulement de 39 degrés Celsius. Il voulait lui crier de rentrer chez elle, mais il savait que Yoko était une personne avec un grand sens des responsabilités et très dévouée à son travail. Alors il lui a offert un poste de cordonnier. Elle a été très surprise et ravie, le remerciant, disant que pour elle, c'était comme un rêve devenu réalité. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir. Et maintenant, le protagoniste regardait Yoko l'air abattu et lui a dit de relever la tête. Il s'est levé de table et s'est excusé auprès d'elle. Le protagoniste a ajouté qu'il aurait dû en apprendre davantage sur le fonctionnement interne. C'était de sa faute. La jeune fille stupéfaite lui a objecté. Que disait-il? Tout était de la faute de Hagen. Act s'est excusé une nouvelle fois auprès de la jeune fille et a dit qu'il ne pouvait pas accepter sa demande. Elle l'a regardé avec douleur et a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Il l'a interrogée sur le poste de mage de la cour. C'était son rêve d'enfant, n'est-ce pas? La jeune fille s'est exclamée de surprise. Il s'en souvenait. Le protagoniste lui a répondu se souvenant de tous les rêves et objectifs que les gens lui avaient confiés. Comme il sied à un maître de guilde, il n'oublie jamais de telles choses. En tout cas, il allait s'en occuper, alors elle ne devait pas abandonner le travail de ses rêves si facilement. Compris? La jeune fille le regarda confuse. Le protagoniste a dit à Frederica d'organiser une réunion au palais. La servante lui a demandé si elle devait leur envoyer un message. Le protagoniste refusa. Il allait simplement leur montrer ce qui se passerait s'il osait toucher son joyau avec leur sail patte. Il sortit un simple transmetteur magique de la poche de sa veste. L'interlocuteur invisible lui demanda ce qui n'allait pas. Le protagoniste s'excusa de le déranger et lui demanda s'il pouvait lui accorder un peu de son temps aujourd'hui.
L'interlocuteur accepta volontiers. Quelque temps plus tard, le protagoniste accompagné de Yoko arriva au département des mages de la cour du palais Razik. Il s'approcha du chef de la recherche magique Hagen et lui dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Ensuite, A se présenta et s'excusa de lui faire perdre son temps. Hagen gloussa avec suffisance et dit « Oui, les roturiers me font souvent perdre mon temps précieux. » Le protagoniste répondit « Ça ne sera pas long. » Ah. Il avait entendu dire que Hagen manigançait quelque chose de louche avec une de ses anciennes subordonnées. Le chef répondit effrontément « Je ne me souviens de rien de tel. » Yoko, furieuse, était indignée. Comment pouvait-il mentir avec un tel aplomb? L'homme remarqua avec indifférence « Elle peut bien inventer n'importe quelle histoire. Sans preuve tangible, ce ne sont que des rumeurs, n'est-ce pas? Vous, le jeune maître de guilde, comprenez ça, n'est-ce pas? » Le protagoniste répondit « Oui. » Hagen continua. « Bon, puisque vous avez tout compris, vous devriez quitter cette pièce et Yoko devrait rester. J'ai besoin de lui parler seul à seul. » Frédérica dit à la jeune fille indignée de ne pas s'inquiéter. Le maître allait s'occuper de tout. À ce moment, le protagoniste s'exclama « Des preuves, en effet. Et que dites-vous de ça? » Il activa son regard omniscient et projeta une image de Yoko s'approchant de Hagen pour lui parler. Les filles regardèrent l'image surprise. « C'est bien elle. » L'image montrait le chef du département lui répondant. « C'est à propos du retard dans la livraison des matériaux de recherche l'autre jour. » La jeune fille s'apprêtait à se justifier, mais il l'interrompit et dit « Je sais, mais la direction a soudainement changé le planning. Ce n'était pas de ta faute, mais il faut bien faire semblant de travailler. Je dois te réprimander sévèrement, même si ce n'est qu'une formalité. Et comme nous sommes seuls ici, ne résiste pas. » Yoko le repoussa et s'exclama « Assez !» Hagen, en regardant l'image, demanda au protagoniste si c'était son pouvoir un œil magique. Le protagoniste répondit que c'était vrai. Son œil droit pouvait voir le passé caché. Le chef songea « Un œil magique, bien sûr !» Si cela était présenté comme preuve, sa position serait compromise. Axe se leva et dit à Frédérica qu'il devait partir. Hagen lui cria brutalement « Arrêtez! Vous n'enverrez rien à personne !» Il activa sa magie du vent, découpe, et s'exclama que si le protagoniste mourait, le problème serait résolu. Frédérica donna une arme magique au protagoniste qui, d'un seul coup, trancha la magie de l'ennemi. Hagen était surpris. Comment était-ce possible? Le protagoniste se tourna vers la servante et la jeune fille qui activa sa compétence. Huppard bondit sur le chef avec un cri de colère. « Tu as essayé de tuer le maître, je vais te déchiqueter pour ça. » Elle lui dit de ne pas perdre son temps et son énergie avec lui. Hagen, déconcerté, dit « C'est impossible, pas de sortilège des mouvements minimaux. Je n'ai pas pu percevoir le moindre souffle de vent avec mon regard. » Le protagoniste lui répondit « Mes yeux voient tout. Le droit voit le passé caché et le gauche voit l'avenir et même le potentiel dissimulé. » Le chef de département maîtrisé par la servante dit avec surprise « Le passé et l'avenir, c'est impossible. Bon. » Ce sont les yeux du roi du temps qui voient le passé et l'avenir. C'est ridicule. Personne doté d'un don aussi rare n'est apparu au cours des derniers siècles. Comment le fils d'un roturier pourrait-il avoir ça? Axe se tourna vers lui et dit qu'il n'était pas un monstre et qu'il était prêt à conclure un marché. Si vous vous excusez correctement auprès de Yoko et promettez de ne plus jamais recommencer, je ferai comme si cette preuve n'existait pas. Hagen demanda incrédule « C'est vrai. » Le protagoniste dit « Pourquoi pas? » Le chef de département hocha la tête et s'exclama « Bien sûr, laissez-moi m'excuser. » Hagen rampa jusqu'au pied de Yoko, s'inclina devant elle et lui demanda pardon. Il ajouta que son comportement avait été déplacé et qu'il était profondément désolé. Le protagoniste lui demanda s'il reconnaissait sa culpabilité. L'homme l'assura précipitamment que oui. « J'admets tout. Oui, je l'ai fait, mais je jure que je ne recommencerai pas. Je vous donne ma parole d'honneur. » Yoko était sans voix stupéfaite. Acte lui demanda si c'était suffisant. La jeune fille répondit timidement « Oui ». Le protagoniste continua lui disant de ne pas s'inquiéter. Ce n'était pas encore fini. Il se tourna vers Edward et lui demanda « N'est-ce pas? » Tout le monde fut stupéfait par l'apparition du prince. Frédérica s'inclina poliment. Les yeux de Yoko s'écarquillèrent de surprise et Hagen s'exclama avec crainte. « Quoi, son Altesse le prince Edward? Mais que fait-il ici? » Edward, ignorant de l'agitation, s'approcha du protagoniste, inclina poliment la tête et dit « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Hagen n'en croyait pas ses yeux. Son Altesse royale s'inclinant devant un roturier, le protagoniste échangea quelques politesses avec le prince et lui demanda s'il avait tout entendu. Edward répondit « Oui, bien sûr. » Il a fusillé Hagen du regard et a dit avec mépris « C'est une honte pour lui, un noble au service du palais. » Le chef a tenté de se justifier disant que c'était une erreur, qu'il avait mal compris. Mais le prince l'interrompit irrité en disant « Et alors? Ils ont des preuves.
De plus, il a lui-même avoué son crime et doit se préparer à être puni. Hagen, au bord des larmes, a dit « Je vous en supplie, ne dites pas ça. Il n'a fait que toucher une simple roturière. » Édouard, fou de rage, dit d'une voix étranglée, qui n'augurait rien de bon, « Les nobles et les roturiers sont égaux. Ils sont tous citoyens du même pays. On ne peut faire aucune distinction ou séparation entre eux. » Le chef craintif fit une dernière tentative pour raisonner le prince. « Je vous en supplie, reconsidérez votre décision. » Quelques jours plus tard, Yoko est venue voir le protagoniste expliquant qu'il ne s'était pas vu depuis un moment. Elle lui demanda de l'excuser de lui prendre de son temps. Le protagoniste l'a rassuré en lui disant que tout allait bien et lui a demandé si tout s'était bien passé. La jeune fille a répondu « Oui, parfaitement ». Le chef a été renvoyé et déchu de son titre. Il y a eu plusieurs autres accusations, y compris pour agression pure et simple. La nouvelle chef est une personne très agréable. Elle aime beaucoup son travail maintenant. Le protagoniste a remarqué « Eh bien, je suis content pour toi ». Yoko l'a remercié de tout son cœur pour son aide. Elle a ajouté d'ailleurs qu'elle savait qu'il était un bon chef, mais qu'apparemment il savait aussi se battre. C'est incroyable. Ça la rend très curieuse maintenant. Les yeux du roi du temps. Elle en avait entendu parler. En tant que membre du département de recherche magique de la cour, elle adorerait les étudier. Federica s'exclama irritée. « Surveillez vos paroles. » La jeune fille effrayée a dit qu'elle plaisantait. La servante a dit cela sans même sourire et le protagoniste a répondu calmement. « Yoko, ce n'est pas si utile que ça. Il y a plusieurs limites. L'avenir vu à travers l'œil du roi du temple devient de plus en plus flou à mesure que l'événement s'éloigne. Parfois, le futur est différent de ce que j'ai vu. De plus, cette compétence consomme énormément de pouvoir magique, il ne faut donc pas l'utiliser à la légère ni trop souvent. » Federica a confirmé que c'était vrai. Maître a beau avoir des yeux et une intelligence qui lui permettent de faire des prédictions, il n'est pas un dieu tout-puissant. Alors ne vous faites pas d'illusions. Yoko s'est exclamé. « Oui, j'ai tout compris. Si vous avez le moindre problème, je vous aiderai sans hésiter. » Federica, pensant qu'elle était directe comme une épouse, a répondu qu'il serait heureux de collaborer avec elle. Le protagoniste était indigné. C'était quoi ces manières? Yoko a une fois de plus remercié chaleureusement son bienfaiteur et lui a rappelé qu'elle ferait de son mieux pour les aider à l'avenir. Après son départ, la servante dit au protagoniste « Excellent travail, maître. Vous avez non seulement résolu le problème, mais vous avez aussi établi un lien important avec la candidate la plus prometteuse au poste de prochain chef des mages de la cour. » Act lui demanda si elle était si surprise. « C'était une évidence, » demanda-t-elle perplexe. « Alors pourquoi est-ce que tout le monde vous remercie? » Il est resté silencieux, le regard perdu par la fenêtre. La servante a conclu qu'il était vraiment un terrible maître de guilde. Quelque temps plus tard, une fois, le problème de Yoko résolu, le protagoniste rencontra le prince. Il le remercia de son intervention. Édouard lui dit qu'il n'y avait pas de quoi, car c'était eux qui n'avaient pas réussi à empêcher une telle injustice. Il ajouta qu'il avait une faveur à lui demander. Il voudrait lui confier la sélection des membres du prochain groupe de héros. Le protagoniste lui demanda s'il voulait qu'il trouve des compagnons pour Lawrence. Alors comme ça, il l'avait choisi pour être le héros. Édouard dit « C'est exact, inutile de se cacher de votre regard. » Le protagoniste répondit que ce n'était pas grâce à ça. L'utilisation de ce pouvoir se limitait au quotidien. Les idiots abusent souvent de cet œil, le croyant tout-puissant. C'est pourquoi il faut l'utiliser avec prudence. Il doit être difficile de trouver des compagnons dignes d'un tel homme. Le prince convint que c'était bien vrai. C'est pourquoi j'espérais pouvoir compter sur vos relations. Act demanda alors « Mais est-ce que les hauts placés resteront silencieux? » Edwards a répondu que c'était le cas. En fait, les ministres n'ont qu'une vision superficielle de lui. Le protagoniste ricane et pensa qu'il ne voulait pas de quelqu'un à la barre qui ne soit pas sous leur contrôle. Il est indépendant et n'est l'homme d'aucun ministre. Leurs poches ne se rempliront pas si Lawrence réussit sous sa direction. À voix haute, il dit « C'est complètement absurde. » Il a des ambitions à réaliser, il ne devrait pas perdre son temps avec les manigances de ces vieillards au pouvoir. Édouard répondit qu'il comprenait son mécontentement, mais il est le seul à pouvoir mener à bien une telle tâche avec honnêteté sans faire partie d'aucune faction. S'il vous plaît, aidez notre pays. Après un court silence, le protagoniste lui dit de l'excuser, mais qu'il devait refuser. Le prince surpris lui demanda pourquoi. Act répondit « Parce que je me moque de l'avenir de ce pays. » La porte s'ouvrit à la volée et Alistella entra en s'exclamant indignée « Comment peux-tu dire une chose pareille? » « Et pourquoi refuses-tu un ordre du roi? » Édouard surprit l'appela par son nom. Le protagoniste répondit calmement que le sort du royaume ne le concernait pas. C'était l'affaire de Lawrence, d'autant plus qu'il n'était plus son subordonné. Ce n'est pas à tout le monde d'aider les héros, et d'ailleurs, la famille royale s'en chargeait déjà. Ou alors était-il si faible au point de devoir compter sur de simples roturiers? L'irritation de la princesse était à son comble. Elle s'est tournée vers son frère lui suggérant de partir. Edward a tenté de retirer sa main, mais le protagoniste la lui a reprise en lui demandant de s'arrêter. Furieuse, elle lui a demandé « Quoi encore ?»
Il lui a répondu qu'il se faisait tard. Il vaudrait mieux qu'il parte demain, remarqua Alistella avec surprise. Elle ne pensait pas qu'il puisse montrer la moindre préoccupation, mais elle n'était pas obligée de suivre son conseil. Le protagoniste a haussé les épaules et a dit « Eh bien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » Elle s'est exclamée « C'est exactement ce que je vais faire. » Et elle a entraîné son frère avec elle. Edward s'est excusé auprès de lui et a ajouté qu'il se reverrait. Après leur départ, Frederica a fait remarquer qu'elle avait été plutôt impolie. Le protagoniste lui a demandé si elle avait tout entendu. La servante a répondu que oui et qu'elle avait eu du mal à se retenir de frapper cette petite insolente. Il lui a conseillé de ne pas perdre son temps avec ça. Elle a voulu protester, mais Act a ajouté fermement qu'il ne se répéterait pas. Son expression pensive l'a alertée et elle a interpellé son maître. Il s'est tourné vers elle et a dit qu'il avait à lui parler. Frederica a remarqué « Je vois ». Il a donc vu quelque chose. Le protagoniste a pensé « Parfois l'œil voit l'avenir de lui-même, c'est-à-dire sans le vouloir ». Cependant, le problème, c'est qu'il ne se manifeste que dans les situations critiques. Peu de temps après, il informa la servante qu'il devait sortir. Elle acquiesça, mais lui a demandé si elle n'était pas censée aider ses gens. Le protagoniste a répondu « Ne te méprends pas. Ce n'est qu'une étape dans la réalisation de mes plans. » Pendant ce temps, les enfants du roi rentraient en calèche après leur visite chez le protagoniste. Alistella parlait de lui à son frère. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit comme ça. C'est tout simplement une personne horrible. Edward lui a dit de ne pas lui en vouloir. Il avait raison. Vaincre le seigneur démon est par essence le devoir de la famille royale. Elle était indignée, alors comme ça, il soutenait ce goujat. Son frère a rétorqué « Il n'était pas impoli. Il ne sait tout simplement pas comment exprimer ses émotions. C'est probablement la personne la plus gentille que je connaisse. » La princesse s'est exclamée « Apparemment, tu n'as pas rencontré assez de gens bien. » Qui se met « Bon, peignez pas à se payer. » Edward pensa « C'est dommage. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Act et ma sœur sont tous les deux essentiels pour l'avenir de notre pays. » Il a expliqué qu'il y a une différence entre être gentil avec les autres et être sincèrement bon. Quand une personne reçoit une nomination royale, elle peut être victime de persécutions inutiles de la part des ministres. Alistella a répondu que malgré tout, elle ne pensait pas qu'il devrait faire passer son propre avenir avant celui du pays tout entier. Le prince a marqué un point non. Alors comment devrait-il le dédommager pour les désagréments qu'il subira? Act est le chef de l'organisation. Il a l'obligation de se protéger lui et ses hommes, et maintenant il fait face à la tâche importante de sélectionner des héros pour le groupe. Et s'il échoue, non seulement le royaume, mais aussi sa guilde en particulier en souffrira. Maintenant comprenait-elle la raison de son refus? La jeune fille embarrassée a répondu affirmativement à son frère et le prince a poursuivi. « En fait, c'est un type bien, » a dit la princesse, mais il a agi comme si les rumeurs à son sujet étaient vraies. Son frère l'a assuré qu'elle le verrait par elle-même très bientôt. « Il est adorable. » Il voulait ajouter quelque chose, mais soudain la calèche s'est arrêtée brusquement, projetant Alistella hors de son siège et faisant en sorte qu'Edward se cogne la tête. En sortant de la calèche, il a juré en se demandant ce qui s'était passé. Sa sœur lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe? » À cet instant, le prince a senti la lame froide d'une arme sur sa nuque. Finn s'est exclamé « Le prince et la princesse ». La jeune fille pensa surprise « Des voleurs ». Et il connaissait leur identité. Ce n'était clairement pas une coïncidence. Edward lui a crié de s'enfuir, de l'oublier et de se sauver. À ce moment-là, Finn l'a frappé et le prince s'est effondré au sol. Il a essayé de se relever, mais le bandit lui a marché sur la main et a dit « Tu ferais mieux de ne pas bouger. » Edward s'est écrié « Qui t'envoie? » Le type a ricané et a dit « Oh, tu veux savoir? Eh bien, je vais te le dire. C'est un certain gros bonnet qui n'est pas très content de toi. » Le prince se demanda surpris. Serait-ce vraiment à cause du rassemblement du groupe? Il a crié au bandit « Laisse ma sœur tranquille, elle n'a rien à voir là-dedans. » Finn a répondu avec colère « Je m'en fiche, l'important c'est de toucher l'argent. » La princesse, en regardant Nick, a crié à Finn de laisser son frère. Le bandit a jeté un œil dans la calèche et a dit « Tiens, une princesse combative. Ce serait un plaisir de te tuer. » Edward s'est rué sur le bandit, lui hurlant de ne pas oser la toucher. Il a réussi à le frapper et a crié à sa sœur qu'il devait vite s'enfuir. En sautant de la calèche, ils virent plusieurs personnes et les encercler. Le bandit dit « Les voilà. » Ils ont demandé à Finn ce qui s'était passé. Le bandit, en se frottant son hématome, a traité le prince de petit morveux. Edward a dégainé son épée et s'apprêtait à frapper son agresseur, mais les complices du bandit l'ont frappé au visage en premier et le prince s'est effondré. Modèle. Alistella s'agenouilla devant son frère et tenta de le ranimer. Finn lui dit que c'était un poison foudroyant et qu'il allait bientôt mourir. Horrifiée, elle s'exclama « Ce n'est pas possible », continua Finn. En fait, ils avaient aussi prévu d'agir, mais ils étaient partis tous les deux en pleine nuit, tombant droit dans leur piège. Alistella, craignant pour la vie de son frère, pensa « C'est de ma faute. Si seulement j'avais écouté les conseils du protagoniste, rien de tout ça ne serait arrivé. » Elle commença à s'excuser auprès d'Edward qui gisait immobile.
À ce moment-là, Nix s'approcha d'elle, lui attrapa les mains et dit « Bon, maintenant, il est temps de jouer avec toi. » La jeune fille se mit à se débattre et à lui hurler de ne pas la toucher. Le bandit remarqua la beauté de son visage. Il ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Il la jeta au sol et l'immobilisa. La princesse se mit à se débattre et à appeler à l'aide. Le bandit lui dit que personne ne viendrait l'aider. Ils étaient au beau milieu de la nuit dans une forêt pareille. Il expira bruyamment et ajouta « Quelle belle voix !» Et son cri était encore meilleur. Maintenant, il voulait savoir de quelles autres manières elle pouvait crier. La jeune fille ferma les yeux impuissante, pensant qu'elle ne voulait pas voir son visage. C'est alors que la voix du protagoniste retentit. Il demanda au bandit ce qu'il faisait là. Nick, surpris, remarqua « C'est qui eux ?» Il lâcha la jeune fille et se tourna vers le protagoniste. Axe dit « Eh bien, c'est ce qu'il veut dire. Il leur donne une chance de partir. » Finn s'exclama avec suffisance « Oh, quelle insouciance de se promener seul dans la forêt. Ça nous évitera la peine de le chercher. » Le protagoniste regarda Alistella et lui dit qu'elle avait été stupide d'ignorer ses conseils, maintenant qu'elle en assume les conséquences. Nick l'interpella lui, disant de ne pas l'ignorer. Il se précipita sur le protagoniste. La princesse cria au protagoniste de s'enfuir. À cet instant, Nick le frappa mais le manqua. Alistella était surprise. Ce n'était pas possible. Act avait esquivé en bougeant à peine. Le protagoniste, se retournant habilement, se plaça derrière Nick et lui asséna un coup fatal. Tous les bandits le dévisagèrent de surpris. Finn se demanda perplexe. Comment a-t-il fait ça? Le protagoniste s'approcha de la jeune fille et lui tendit sa cape pour qu'elle se couvre. La princesse l'accepta avec gratitude et se tournant vers son frère l'appela. Le protagoniste lui dit de se calmer. Il avait empêché le poison d'agir. Elle lui demanda confuse « Qu'est-ce que vous avez dit? » Il lui expliqua qu'il avait la capacité de manipuler le temps de manière spécifique. Alistella ne pouvait pas comprendre comment c'était possible. Act expliqua que c'était la capacité d'arrêter ou d'accélérer le flux du temps dans un corps. Grâce à cela, il avait stoppé la propagation du poison dans le corps du prince. Maintenant, il ne restait plus qu'à l'extraire et il serait sauvé. La jeune fille se tourna de nouveau vers son frère et remercia Dieu. Le protagoniste se tourna vers les bandits et dit « Alors vous en avez assez de cette conversation. Alors peut-être que vous vous tairez pendant que je vous torde les bras. » Finn s'exclama avec arrogance « Qu'est-ce qu'il raconte? Il est peut-être fort, mais il ne peut pas tous nous vaincre. » Le protagoniste eut un petit rire. « Vraiment, alors que diriez-vous de ça? » Une boule de feu apparut dans ses mains, se transforma en monstre et attaqua les bandits. Finn lui demanda perplexe « Quelle est cette créature? » Act répondit que grâce à lui, il pouvait se débarrasser de la racaille qui grouillait dans la capitale. Pendant qu'il y était, qu'il avait même nourri cette adorable bête. Le bandit était indigné. Comment ose-t-il dire une chose pareille? Il pensa « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? » Le protagoniste répondit. Il ne leur devait aucune explication. Finn ordonna aux bandits restants d'attaquer le protagoniste et de l'achever. Les bandits se précipitèrent sur lui, mais Act, avec une vitesse et une force incroyables, les dispersa tous un par un. Il pensa à la manipulation du temps en concentrant le pouvoir de l'œil sur soi-même et en accélérant, on peut se déplacer à des vitesses dépassant les capacités humaines. Finn jura se demandant avec surprise « C'est quoi ce tour de passe-passe? Comment peut-il faire ça? » À cet instant, des explosions se mirent à retentir près des bandits et Finn s'exclama « Un monstre! » Peu de temps après, les adversaires étaient vaincus. Alistella n'en croyait pas ses yeux. À ce moment-là, un carrosse apparut non loin d'eux. Le protagoniste dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. Il était de son côté. Le carrosse s'approcha d'eux et la princesse réalisa avec surprise qu'il s'agissait d'un détachement de guérisseurs de la cour. Alors Act avait prévu que son frère serait empoisonné. Mais qui diable était-il? Les guérisseurs sautèrent du carrosse et se précipitèrent vers le prince pour le soigner. Alistella fut profondément touchée par le geste du protagoniste. Elle eut profondément honte d'avoir eu de mauvaises pensées à son sujet. Il l'aida à se relever et l'installa dans le carrosse. Quelque temps plus tard, Bourne, après avoir écouté le rapport de son assistant, s'exclama avec colère « Qu'est-ce qu'il raconte? » La tentative d'assassinat sur la progéniture du roi avait échoué. Et qu'en est-il de cette guilde d'assassins, les Loups Noirs? Aurait-il perdu? Non. Il allait personnellement tout vérifier que son assistant disparaisse de sa vue. Le ministre utilisa un simple émetteur magique, mais il ne parvint pas à contacter son interlocuteur. À ce moment-là, Frederica entra dans son bureau, une main coupée pendant à la sienne, contenant l'émetteur d'où provenait l'appel. Le ministre stupéfait pensa « C'est la main avec l'insigne du maître de la guilde des loups gris. » Craintif, il demanda à la jeune fille « Qui êtes-vous? » Frederica fit une révérence polie et souhaitant le bonjour au ministre Bourne lui dit que M. Act l'avait envoyé. Le fixant droit dans les yeux, elle ajouta qu'elle était sa faucheuse. À cet instant, l'appareil du ministre sonna. La servante l'informa que c'était un appel de son maître et que Bourne devait y répondre. Le ministre décrocha et entendit le protagoniste lui dire « Échec et mat ». La guilde des assassins avait été anéantie. Le ministre s'exclama « C'est complètement absurde ».
Les loups gris n'auraient pas pu perdre si facilement. Acte lui demanda si la jeune fille qu'il avait envoyée avait fourni une preuve. Bond regarda la main et se mit à parler rapidement. L'argent, c'est ça. Il lui paierait tout ce qu'il demanderait. Il devait trouver un accord. C'est ça. Après tout, il était un scélérat tout comme lui. Lui aussi devait y trouver son compte. Et de toute façon, il lui proposait de s'allier à lui. Soudain, le ministre réalisa qu'il neigeait. Il s'exclama avec surprise. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Frédérica, qui avait provoqué les précipitations, déclara d'un ton menaçant qu'il n'ose pas comparer le maître à une créature aussi insignifiante que lui. La jeune fille créa un bloc de glace emprisonnant le ministre. Ensuite, elle informa le protagoniste qu'elle avait terminé. Elle ajouta avec admiration. Il a profité de l'attaque pour éliminer les méchants de second rang. C'était une manœuvre brillante. Il répondit. Excellent. Reviens immédiatement. Peu après, Alistella s'approcha du protagoniste. Il lui demanda. Que désire la demoiselle? La jeune fille, confuse par sa question, le remercia de les avoir sauvés. La princesse ajouta. J'y ai réfléchi et j'ai décidé que je devais m'excuser auprès de vous. Le protagoniste dit. La prochaine fois, vous devriez simplement écouter les conseils des autres. Alistella le regarda surprise et pensa. Ce n'est pas juste de la nonchalance, n'est-ce pas? Juste un conseil. Il doit être ce genre de personne. La jeune fille lui demanda. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Les loups gris, la guilde d'assassins qui nous a attaqués, a été anéantie. Son père, en apprenant de la nouvelle, n'a vu que des assassins ligotés et ensanglantés. On dit qu'il y avait un ministre conspirateur parmi eux et qu'il a tout avoué. Et on dit aussi qu'il tremblait, ne voulant plus jamais se montrer en public. C'est vous qui avez tout orchestré, n'est-ce pas? Pourquoi en faites-vous autant pour nous? Le protagoniste lui répondit, ne vous méprenez pas. C'est une affaire personnelle. Parce que si on s'en prenait à vous, cela m'affecterait aussi. Elle demanda surprise, liée. Le protagoniste demanda, vous n'avez pas eu de nouvelles d'Edward, il a été choisi pour rassembler un groupe de héros et j'étais censé l'aider dans cette tâche. La princesse pensa que maintenant tout était clair pour elle. Dans ce cas, Acte resterait dans l'ombre et ne serait pas critiqué. Elle lui demanda « Mais pourquoi vous aviez déjà refusé la demande ?» Frédérica dit qu'elle était forcée d'admettre qu'elle avait complètement mal jugé le maître. La servante sortit une pile de documents d'un tiroir et poursuivit. Il avait l'intention d'aider Maître Edward depuis le tout début. La princesse s'exclama déconcertée « Quoi ?» Frédérica montra les documents du doigt et dit « Voici la preuve. » En parcourant les papiers, Alistella remarqua avec surprise une liste de candidats pour le groupe des héros. Autant de candidats en seulement quelques jours. Le protagoniste répondit « Non. » Nous sélectionnions des personnes adéquates bien avant la demande. La princesse comprit-elle? Nous savions à l'avance que Lawrence deviendrait un héros. Elle pensa avec surprise à quel point il avait été convaincant à l'époque durant leur conversation. C'était tout simplement stupéfiant. La jeune fille fit remarquer que si c'était le cas, ils auraient pu simplement le dire. La servante fit la remarque. Comment dire? On appelle les gens comme ça des tsundere. La princesse fut surprise. Quoi? Frédérica gloussa et dit. On dirait bien que je suis la seule à comprendre le maître. Le protagoniste se tourna vers Alistella, embarrassée, et lui demanda si c'était tout ce dont elle avait besoin de lui. Alors laissez-moi partir, répondit la jeune fille. Pas tout à fait. Laissez-moi rester avec vous pendant un certain temps. La servante s'indigna. Pourquoi? La princesse expliqua qu'elle ne faisait pas encore entièrement confiance au protagoniste et qu'elle voulait comprendre s'il était une bonne ou une mauvaise personne. Frédérica fit la remarque irritée. Quelle sorte d'égoïsme est-ce là? Répéta Alistella. De l'égoïsme peut-être, mais j'ai une recommandation de mon père, le roi de ce pays. Elle sortit un document de son sac et le montra au protagoniste. La servante lui arracha le papier des mains en disant « Laissez-moi voir ce qu'il y a d'écrit là-dessus. » En dépliant le document, elle lut. Jusqu'à ce que la sélection des compagnons du héros soit terminée, la princesse devra être acceptée en tant qu'assistante au sein de la guilde. Elle remarqua le sceau du maître de la guilde sur le document. Elle comprit que la princesse était désormais une observatrice. Elle se tourna vers son maître et déclara avec colère qu'elle allait noyer le palais dans une prison de glace éternelle. Il lui dit d'arrêter son baratin. C'était une perte de temps. Il a lu le document lui-même et a dit « Alors à partir d'aujourd'hui, je l'autorise, elle, la princesse, à me servir en tant qu'assistante. » La servante s'est exclamée irritée. « Et elle, alors? » Acte lui a répondu qu'elle apprendrait de ses tâches à Alistella. Frédérica, se retenant à peine, s'est approchée silencieusement de la porte, a saisi la poignée et a crié « Même si c'est une altesse royale qu'elle ne s'attende à aucun traitement de faveur. » Après quoi, la servante a violemment claqué la porte et est partie. Le protagoniste a dit à la princesse que même si ce n'était qu'une formalité, puisqu'elle était maintenant avec eux, elle devrait faire son travail correctement. Alistella lui a répondu qu'elle avait compris. Elle l'observerait également de près pour découvrir s'il était vraiment le méchant maître de guilde ou non. Il a gloussé et a dit « Laissez-la faire ».
La matinée de la servante personnelle du maître de guilde commençait tôt. Federica, entendant l'alarme sonner à travers son sommeil, pensa nonchalamment « Oh maître, vous ne devriez pas faire ça !» Elle s'est étirée adorablement, s'est levée à contre-cœur, a fait sa toilette, s'est apprêtée à enfiler son uniforme et est sortie rejoindre les autres. Elle a souhaité le bonjour à tout le monde et a annoncé que c'était l'heure de la réunion du matin. Lily a levé la main et a demandé s'il était vrai que leur maître avait mangé son gâteau. La servante a répondu que c'était vrai. Il avait dit que c'était délicieux. La jeune fille a réagi avec émotion à ses paroles. Ravie de ce qu'elle venait d'entendre, elle a ajouté qu'elle ferait encore plus d'efforts pour lui plaire. Elle apprendrait et continuerait à cuisiner. Le chef s'est tourné vers la servante et lui a dit qu'il était de retour. Il traînait dans le coin depuis la nuit dernière. Lily a de nouveau grommelé. Elle ne pouvait pas le supporter. Il était si insistant. Que devait-elle faire? Federica a dit « J'ai compris ». Elle s'est dirigée vers le nouveau venu et a dit à tout le monde de la laisser s'en occuper. En s'approchant du portail, elle vit Helen et pensa avec irritation. Tiens donc, un individu suspect traîne dans les parages depuis ce matin. C'était une corvée, mais elle ferait mieux de s'en occuper. Bien que ce ne soit pas son problème, l'homme leva les mains et s'exclama « Je ne suis pas un criminel, je suis le maître d'une guilde majeure. Les héros du foyer, dit Federica d'un ton moqueur. Il devait se tromper. Une guilde majeure, Monsieur Eels. L'homme sourit obséquieusement et s'exclama « Mais c'est mademoiselle Frederica en personne. » Il lui demanda comment allait le protagoniste. La jeune femme répondit que le maître dormait encore. S'il avait affaire à lui, il aurait dû prendre rendez-vous à l'avance. Arrivé si tôt le matin était très impoli. L'homme s'est excusé et a ajouté que le protagoniste était très occupé, donc obtenir un rendez-vous avec lui serait difficile. Elle lui a demandé « Alors quel est l'objet de votre visite ?» Il a répondu « C'est au sujet du protagoniste lui-même. Je voudrais qu'il retourne dans ma guilde. » Plusieurs années s'étaient écoulées depuis son exil. Le temps qu'il réalise que sa guilde, qui était sur le déclin, ne tenait que grâce à la puissance de ce dernier, il était déjà trop tard. Il voulait qu'il vienne dans sa guilde et l'aide à la restaurer. Ils étaient au bord de l'effondrement. L'homme est tombé à genoux et s'est profondément incliné. Comme sous l'emprise d'un sort, il a supplié « S'il vous plaît !» Frederica, contenant à peine sa colère, a dit « Ça n'arrivera pas. » Elon demanda perplexe « Pourquoi ?» La jeune femme rétorqua « Expulser le maître sans raison et maintenant lui demander de revenir. N'est-ce pas trop égoïste? » Il a suggéré de manière insinuante « Alors que diriez-vous d'une alliance entre nos guildes? » La servante dit fermement « C'est hors de question. Il n'y a aucun avantage pour nous. Laissez-le tranquille. » Le maître de guilde se jeta à ses pieds, lui attrapa le bras et la supplia de ne pas partir. Il s'exclama « Acte est un homme miséricordieux qui sauve les faibles, n'est-ce pas? Qu'il nous aide aussi, s'il vous plaît. » La jeune femme le repoussa avec colère, l'enferma dans la glace et lui hurla d'arrêter immédiatement. Elle a ajouté « Le maître tend en effet la main aux faibles et leur offre de l'espoir, mais il le fait pour le bien de tous et les créatures sans valeur comme vous ne méritent pas une telle vertu. » Elle tremblait à cause du froid voulant dire quelque chose mais en étant incapable. La servante eut pitié de lui, claqua des doigts, fit fondre la glace et dit qu'elle s'excusait pour son emportement. Elle comprenait son désir de contacter le maître. Cependant, n'avez-vous pas autre chose à faire? Vous devriez faire l'effort de reconstruire votre guilde vous-même. Elaine s'exclama. C'est complètement impossible. Fria a dit que puisque vous l'avez banni en le jugeant inutile, vous devez être vous-même incroyablement fort et compétent. Le maître aurait dit que vous pouviez encore vous débrouiller seul. Il est trop tôt pour compter sur les autres. Le maître de guilde voulut protester, mais la servante l'avertit. Si vous essayez d'approcher le protagoniste par la ruse, je ne peux garantir votre survie. Avez-vous compris? Elle est partie et il est resté agenouillé devant l'entrée. La jeune femme se souvint de l'époque où elle était une bête magique. Le protagoniste lui avait dit que si elle n'avait nulle part où aller, elle devrait le rejoindre. Garder une telle puissance cachée était un gaspillage. Elle serait utile pour la guilde qu'il était en train de créer. Federico pensa qu'elle protégerait sa guilde afin qu'elle puisse suivre ses idéaux. Quelque temps plus tard, dans le désert de Honloin, à l'est de la guilde du protagoniste, 3 aventuriers rencontrèrent des monstres. Bray a crié à ses compagnons de se mettre en formation et de protéger la caravane. L'aventurier s'exclama surpris. « Sont-ce des monstres? » La jeune fille répondit. « Oui, et ils sont très puissants. » Le garçon dit. « Je vois. La situation est plutôt mauvaise. » L'aventurier nota que seule une armée pourrait les aider. L'un des monstres se tenait juste devant eux et l'aventurier s'exclama « C'est un dragon de pierre !» Il cria à Bray de s'enfuir. La jeune fille, regardant le monstre approcher, dit « C'est déjà impossible. » À ce moment, Lawrence apparut. Il dit « Non, il est trop tôt pour abandonner. » Et il s'élança pour attaquer les monstres. Il s'en débarrassa en quelques secondes. Ensuite, il demanda aux aventuriers s'ils étaient tous en vie. Ils confirmèrent qu'ils allaient être bien grâce à lui. Lawrence dit « Pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que ce qu'un héros est censé faire. »
Braze fit remarquer avec surprise un héros, cette puissance, cette lueur dorée sur la lame de l'épée. Se pourrait-il que ce soit vraiment Lawrence, le héros de l'aube, qui se tient devant nous? Le garçon rit d'un air penaud et dit « Ne soyez pas si surpris ». Elle lui demanda s'il était seul dans le désert et où étaient ses compagnons. Le héros répondit qu'il venait de partir. La jeune fille lui demanda confuse « Pourquoi ?» Lawrence dit « Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me suivre, moi-même je n'y comprends rien. » Braze regarda le dragon de pierre abattu et pensa « Oui, il semble que ce ne sera pas facile de former un groupe avec quelqu'un qui l'a terrassé d'un seul coup. » Elle lui dit de ne pas se décourager. Le garçon rit et lui dit « Merci, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je trouverai bientôt de bons coéquipiers. » Braze remarqua une telle confiance en lui. Lawrence le confirma. Bien sûr, l'homme le plus digne de confiance du royaume choisissait ses camarades pour la bataille à venir. Quelque temps plus tard, tôt le matin, la salle à manger du manoir d'Axe était bruyante. Il y descendit discrètement et entendit une dispute entre les filles. Frederica dit à Alistella « Wow, elle a trouvé une bonne excuse pour rester ici. » La princesse lui demanda perplexe « De quoi parles-tu » La servante dit « Je vais te le dire tout de suite. Le maître et moi sommes très proches. Tu n'as rien à faire ici. » Alistella fit remarquer avec surprise « Alors vous êtes amoureux ?» Frederica répondit rapidement « Oui, c'est ça. » Le protagoniste entrant dans la salle à manger dit « Non. » La princesse dit à la servante avec indignation « C'est une menteuse, ce n'est pas vrai. » La servante se tourna vers le MC et lui demanda de dire à la princesse qu'elle était son unique fiancée. Et d'ailleurs, qu'en avait-il bien pu descendre, Alistella lui souhaita le bonjour et le protagoniste lui rendit son salut. Frederica s'exclama coupable. Elle demanda pardon. Elle avait complètement oublié l'heure de réveil du maître. Il lui dit de ne pas s'en soucier. Après tout, elle était sa seule servante. La servante s'exclama. La seule, Axe dit. Eh bien, nous avons une relation spéciale. L'expression de Frederica s'assombrit et elle confirma que c'était bien vrai comme on pouvait s'y attendre de sa part. Il la comprenait. Le protagoniste pensa « Wow, une seule profiteuse nous a rejoints et c'est déjà devenu si bruyant. » La chef cuisinière de son manoir Hayes lui apporta son petit déjeuner et le lui servit. La jeune femme lui dit que le petit déjeuner du jour était du poulet et des légumes avec une sauce Aurore. Le MC remercia la jeune femme. La cuisinière lui chuchota que c'était super que Frederica se soit fait une amie. Le protagoniste répéta avec surprise « Une amie ». Frederica gloussa et dit « Les petites filles ne comprennent pas comment les adultes se comportent. » Alistella était indignée. Comment osait-elle dire une chose pareille à une princesse? La servante dit que son respect était réservé uniquement au maître et qu'une simple fille s'en passerait. La princesse renifla « Quelle insolence peut-on même appeler ça de l'amitié? » Frederica dit « Ça arrive parfois entre amis. » Le protagoniste pensa « C'est vrai, c'est la première fois qu'elle se met autant en colère. » Il semblait qu'elles avaient une relation étonnamment bonne. Hayes le regarda avec un sourire et remarqua qu'il devrait apprendre à comprendre le cœur des filles. Il grommela en retour qu'il n'en avait pas besoin. Après le petit déjeuner, il dit qu'il devait aller travailler. Alistella se tourna vers lui et le remercia pour la barrette. L'ornement était sur sa tête. Frederica s'exclama avec indignation. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Un cadeau pour une autre femme. » Le protagoniste lui répondit. « C'est un objet magique pour la reconnaissance d'identité. Si la famille royale découvrait qu'il l'avait, cela créerait des histoires inutiles. » Frederica dit d'un air penaud. « Cette fameuse barrette. Vous devriez lui pardonner sa brusquerie. » La princesse, dit-elle, comprend son importance. Frederica s'arrêta à ces mots et expira bruyamment. Le MC, saisissant la poignée de porte, remarqua ce qu'elle faisait. « Nous devons y aller !» s'exclama la servante. « Est-ce que je peux en avoir une aussi ?» Il lui répondit. « Tu n'as pas besoin de reconnaissance d'identité, marmonna-t-elle. Ce n'est pas la question. » Quand ils entrèrent, les membres de la guilde souhaitèrent le bonjour à leur maître. Ils demandèrent qui était la fille qui les accompagnait. Axe la présenta à son personnel et ajouta qu'à partir d'aujourd'hui, elle était leur employée. Tout le monde s'exclama de joie. C'était donc son élève. Comme elle était mignonne. Ils étaient ravis de la rencontrer. Puis les membres féminins de l'équipe demandèrent au protagoniste à qui mieux. « C'est un jour de congé. Tu ne vas pas dîner avec nous. » Une brève dispute a éclaté, certains criant que cela ne devrait pas se faire tandis que d'autres s'y sont opposés. Le premier arrivé est le gagnant. Le protagoniste a soupiré et a demandé à la servante et à la princesse de le suivre. Alistella, surprise, lui a demandé si la guilde avait des jours de congé. Il lui a dit « 2 jours par semaine. Si on ne se repose pas, la productivité chute. » Elle lui a de nouveau demandé « Est-ce qu'il a le droit de se reposer quand la guilde est fermée? » Le protagoniste a répondu « Ils n'ont pas ça. Ils ont 5 jours complets de travail et 2 jours de congé. Pendant les 6 premiers mois après leur arrivée, nous leur fournissons les frais de subsistance et une place dans le dortoir. »
Frédérica a noté qu'ils avaient un soutien spécial pour les nouveaux arrivants. Même s'il y a des chambres de libre dans le manoir, il vaut mieux être préparé en cas d'urgence. Les quêtes sont généralement interdites, mais des exceptions peuvent être faites d'un commun accord, a grommelé le protagoniste. Rien n'a été dit sur les heures supplémentaires. Frédérica s'est exclamée « Non, c'est une bonne occasion ». Il s'adoucit quand il parle de ses subordonnés. Nous devrions profiter de cette fille et nous développer. Alistella pensa perplexe. Profiter. Mais c'est vrai. Jusqu'à présent, aucune guilde ne s'est autant souciée de ses membres. Pourquoi cache-t-il ça? Elle a dit « C'est un camouflage pour l'observateur ». Si on y réfléchit que signifie ce camouflage, pourquoi faire une chose aussi inutile? C'est une perte de temps. Le protagoniste a dit « La conversation est terminée. Tout le monde doit se mettre au travail », dit Frédérica avec regret. Il recommence. Pourquoi être si maussade avec cette attitude? Tout le monde va l'éviter. Après tout, il est vraiment gentil. La princesse la regarda avec surprise. La servante demanda « Quelque chose ne va pas ». Alistella a dit « Aucun problème, tout va bien. Elle doit y aller elle aussi. » Frédérica a dit « Exactement. Elle doit avancer dans son travail. » La jeune fille demanda « Quel genre ?» Elles sont entrées dans le bureau du protagoniste quand soudain on a frappé. Un subordonné est entré et a salué le protagoniste. Act a dit qu'il y avait beaucoup de quêtes à la guilde aujourd'hui, donc il devait faire attention. Puis Maya est entrée et lui a également souhaité une bonne journée. Le protagoniste lui a dit de ne pas oublier de se préparer et de ne pas en faire trop en chassant les monstres. Zoé a dit qu'elle se mettait au travail. Il lui a dit qu'il y avait beaucoup de demandes, alors elle devrait prendre les vacances qu'elle avait prévues. Aujourd'hui, c'était un jour de congé. À ce moment-là, un subordonné est entré dans le bureau. Il a salué le protagoniste et a ajouté qu'il était passé dire bonjour vu qu'il était dans le coin. La princesse a demandé avec surprise « Saluer le maître de guilde le matin, c'est une obligation. » Frédérica a répondu « Bien sûr que non. Tout le monde le fait de son plein gré. Mon maître est populaire. » Le protagoniste a fait remarquer « Je ne suis pas ta propriété. » Elle a souri et a dit « Bien sûr, après tout, ici, je suis une esclave d'amour. » Il l'a corrigé. Elle n'est qu'une servante. La servante a répliqué « Non, je suis sa propriété. Qu'il l'accepte un point, c'est tout. » Alistella les regarda toutes les deux avec perplexité. Elle a demandé à Act s'il surveillait vraiment les emplois du temps de tous les membres de la guilde. Le protagoniste a répondu « Bien sûr, c'est moi qui assigne les tâches. » Le maître distribue le travail en tenant compte des capacités de chaque membre de la guilde. La princesse s'est exclamée « Incroyable! Normalement, c'est impossible! » Frédérica a fièrement fait remarquer « C'est ça notre chef, c'est le meilleur. » Le protagoniste penaud lui a demandé de se taire. Alistella a dit « Je vois. » Elle a ajouté « Au fait, pour une guilde de rang S classée deuxième, vous semblez avoir peu de membres. » Il lui a dit qu'ils avaient beaucoup de départs. Cela l'a surprise. Partir avec de si bonnes conditions de travail. Le protagoniste a gloussé d'un air songeur et a dit « D'accord, il est temps de lui dire quel genre de personne je suis. » À ce moment-là, la chimiste a frappé à la porte et a demandé la permission d'entrer. Après avoir reçu la permission, la jeune fille est entrée et a demandé au protagoniste de quoi il parlait. Alistella était surprise. Ce n'était encore qu'une enfant. Travailler à cet âge doit être difficile pour elle. Le protagoniste a dit à la jeune fille « C'est soudain, mais tu es renvoyée. Tu dois quitter cette guilde. » Alistella et la jeune fille étaient abasourdies par ces paroles. La princesse, submergée par l'émotion, a serré la jeune fille dans ses bras et s'est exclamée avec indignation. « Comment pouvez-vous renvoyer une enfant comme ça si soudainement? » Act lui a répondu « Parce que c'est une enfant. Elle est faible. Le travail d'aventurier qui demande de la force physique n'est pas pour elle. » La princesse a protesté, mais il l'avait acceptée dans la guilde en le sachant. Le protagoniste a dit « Oui, mais maintenant c'est une employée inutile. » Alistella a remarqué avec perplexité « Comment est-ce possible? » La chimiste lui a dit que ce n'était pas grave. Elle avait déjà deviné qu'elle était inutile et elle était reconnaissante envers le maître de s'être occupé d'elle jusqu'à présent. La princesse désespérée s'est exclamée. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée. « Mais il y a du travail pour elle ici aussi. » Le protagoniste a répondu fermement. « Non, il n'y a rien pour elle ici. » La jeune fille fut surprise. « Ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? » Il s'est tourné vers Frédérica. La servante a tendu des papiers à la chimiste et a dit « C'est pour toi. Des informations sur ton prochain emploi. » La jeune fille a regardé les papiers et n'en croyait pas ses yeux. Le protagoniste a dit « Elle est faible, mais son talent d'alchimiste est tout simplement exceptionnel. » Le maître de la guilde des alchimistes cherchait simplement un assistant compétent. Alistella remarqua surprise la fameuse guilde des alchimistes de la capitale. Elle avait entendu dire qu'ils étaient l'élite. C'était tout simplement incroyable. Le chimiste fit la remarque avec admiration. C'est un si bon endroit pour elle. Il lui dit de faire ses bagages rapidement. Elle expliqua qu'elle ferait vraiment de son mieux.
Le protagoniste lui rappela de ne pas oublier de demander une prise en charge de ses frais de déménagement avant de partir. La jeune fille, les yeux brillants de bonheur, l'assura qu'elle le ferait et le remercia chaleureusement pour tout. Elle s'est également excusée. La princesse demanda confuse qu'est-ce que c'était à l'instant. Le protagoniste répondit qu'elle verrait ça dans n'importe quelle guilde, n'est-ce pas? Des expulsions, ça arrive tôt ou tard, s'exclama Alistella. Mais préparer une bonne place et même prendre en charge les frais de déménagement, c'est une autre histoire. Il haussa les épaules et dit « Je fais simplement ce qui est nécessaire pour réaliser mes ambitions. » Des ambitions, répéta-t-elle surprise. Trouver un groupe pour le héros. C'est de ça qu'il parlait. Le protagoniste répondit « Bien sûr. » La princesse s'interrogea. Des ambitions liées à la création d'une guilde pour ensuite expulser des gens avec autant de complications. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Le protagoniste lui dit que le temps était écoulé et qu'elle devait appeler le suivant. Un autre membre de la guilde entra dans le bureau en s'excusant. Au bout d'un moment, le protagoniste annonça que la journée de travail était terminée et qu'il devait rentrer chez eux. Frédérica remarqua qu'il avait renvoyé 5 personnes ce jour-là. Il répondit « Oui, ça a fait beaucoup pour aujourd'hui. » Tu t'oses donc? Alistella dit que s'il renvoyait des gens si souvent, elle craignait que de mauvaises rumeurs ne se répandent. Le protagoniste lui demanda si elle comprenait maintenant quel genre de personne il était. La jeune fille répondit « Oui, il est gentil et attentionné. » Il s'exclama surpris « Mais de quoi est-ce qu'elle parle? » À ce moment-là, Frédérica attrapa la main de la princesse et dit « Oui, c'est exact. » C'est qu'elle comprend maintenant le maître ne renvoie jamais les membres de la guilde pour des raisons futiles. Il est bien au-dessus de tous ces maîtres de guilde médiocres. Alistella était d'accord avec elle. Le protagoniste les invita à rentrer. Quand ils quittèrent le bureau, ils virent des tables dressées autour desquelles les membres de la guilde étaient assis. Ils se mirent à inviter leurs alliés à dîner avec eux et à prendre un verre à la fin de la journée. « Ils n'ont pas encore dîné, n'est-ce pas? » demanda la princesse à Frédérica surprise. « C'est toujours comme ça ici. » La servante répondit « Oui, ils attendent la fin de la journée de travail. » L'étonnement de la jeune fille était sans borne. Elle se tourna vers le protagoniste et dit « Il est vraiment populaire. » La servante s'exclama « Bien sûr qu'il l'est. Mais c'est le meilleur maître de guilde. » Quand les alliés arrivèrent enfin chez eux, le protagoniste s'assit à la table pour examiner les documents. Frédérica entra et lui dit qu'elle lui avait apporté du thé chaud. Il fit remarquer qu'il n'en avait pas demandé. La jeune fille répondit « Une servante de première classe apporte ce que le maître désire au bon moment même sans qu'on le lui demande. » Le protagoniste dit « Très bien, laisse-le là. » Fria, remarquant les papiers, dit « N'est-ce pas vous-même qui nous avez dit de ne pas faire d'heures supplémentaires? » Le protagoniste expliqua que c'était une mission du roi. Trouver des compagnons dignes de Maître Lawrence. La servante lut les nouvelles sur les papiers. Cette fois, Lawrence avait terrassé un ancien dragon de terre d'un seul coup. Elle se demanda au passage s'il y avait déjà des candidats, même si c'était une question stupide. Avec lui, tout finirait certainement par s'arranger. Le protagoniste dit que, bien sûr, il n'abandonnerait pas la tâche qu'il avait acceptée. Frédérica répondit qu'elle le savait. Y a-t-il quelqu'un qui puisse se comparer à ce héros exceptionnel? Il répondit qu'il y en avait quelques-uns, mais que l'un d'eux avait un problème de caractère. La jeune fille comprit qu'il parlait d'un lancier nommé Holgar. Elle se demanda « Mais tout ira bien, n'est-ce pas? » Le protagoniste lui demanda pourquoi elle pensait cela. La servante répondit qu'il voyait bien plus de choses qu'eux simples humains, quand ses yeux brillent d'une lueur dorée. La victoire est alors à sa portée. Le protagoniste embarrassé lui dit qu'elle ne devrait pas parler comme si elle savait tout. Elle dit « D'accord, mais je surveille toujours vos progrès et en faire trop n'est pas bon. S'il vous plaît, prenez soin de vous. » Le protagoniste répondit qu'il s'apprêtait justement à aller se coucher. Il lui demanda de lui masser un peu les épaules. Frédérica fut ravie et accepta avec joie. Elle ajouta « Allongez-vous sur le lit. Je vais vous masser le bas du dos. » Le protagoniste déclina son offre. Quelque temps plus tard, dans la plaine de Thomas, loin de la guilde, un groupe d'aventuriers chassait des monstres. Une vigie cria à ses camarades. Il avait trouvé une meute d'orques. L'un des aventuriers lui demanda combien ils étaient. La vigie perdit le compte puis s'exclama « Ils sont une centaine. » Une meute d'une centaine d'orques. Les aventuriers étaient stupéfaits. 100. La quête demandait 50 orques. Il y a quelque chose qui cloche. On doit s'enfuir d'ici. À ce moment-là, Holgar apparut soudainement et s'exclama « Quelle bande de pathétiques! » Il attaqua audacieusement les monstres à lui tout seul et en finit très rapidement. Le groupe était stupéfait. Il avait si facilement massacré une horde entière d'orques. Qui était-ce? Le jeune homme s'approcha d'eux et leur dit qu'il devrait être reconnaissant de sa présence et admirer ses victoires. Devant eux se tenait le seigneur Holgar, le plus habile des lanciers. C'est alors que Lawrence arriva à la guilde du protagoniste. Il salua ce dernier et lui fit remarquer que ça faisait un bail qu'il ne s'était pas vu. Hack lui demanda s'il allait bien.
Le jeune homme l'assura que tout allait pour le mieux. Il remarqua Alistella, la salua et se présenta. La princesse s'étonna songeuse le véritable héros de l'aube. Elle répondit qu'elle était l'assistante du protagoniste et se présenta à son tour. La jeune femme fit remarquer qu'elle le connaissait. Il combat des géants et les héros les plus puissants, dit Lawrence un peu gêné. Il a encore beaucoup à apprendre. Comparé au protagoniste, il n'est qu'un simple novice. Le protagoniste lui offrit un siège et ajouta que Frederica n'était pas disponible aujourd'hui. C'est Alistella qui la remplacerait. Le protagoniste, bien sûr, remarqua une autre personne qu'il comprenait. Il souhaita bonne chance à la jeune femme et lui demanda de prendre soin de leur invité. Le protagoniste lui demanda ce qui l'amenait de si bonne heure. Le jeune homme s'excusa et demanda pourquoi il l'avait fait venir. Le protagoniste répondit qu'il lui cherchait des compagnons. Lawrence dit que puisque c'était lui qui s'en occupait, il était rassuré et qu'ils allaient donc attendre l'un d'eux. Le protagoniste répondit par l'affirmative, lui disant d'attendre un peu. Il serait bientôt là. Peu après, la voix d'Olgar retentit. Il se tourna vers le protagoniste et dit « Alors on m'a appelé. » Act s'excusa de l'avoir fait venir si soudainement. Le lancier répondit que oui, il avait réussi à trouver un moment dans son emploi du temps chargé. Et là, sur cette chaise, c'est bien Lawrence le héros de l'aube, n'est-ce pas? Le héros lui sourit et répondit « C'est exact. Enchanté de vous rencontrer. » Son interlocuteur répliqua « Je suis Olgar. Quand je prends une lance, je n'ai pas d'égal. » Retenez bien ça. Alistella marmonna déconcertée. Quel comportement arrogant. Olgar demanda à l'assemblée « Alors, quel est le but de cette réunion? » Le protagoniste répondit en désignant Lawrence. « Ce jeune homme a besoin de partenaires solides et nous avons décidé de considérer ta candidature. » Le lancier s'exclama. « Si c'est le cas, alors ne cherchez plus, c'est moi qu'il lui faut. » Après tout seul, un homme de ma trempe peut être un partenaire digne de ce nom. Lawrence lui serra fermement la main, le remercia et ajouta qu'il attendait un homme comme lui. Olga éclata de rire et lança « Évidemment !» Le protagoniste lui demanda d'arrêter. Le lancier s'exclama perplexe « Pourquoi ?» Act répondit que quelqu'un comme lui n'était pas à la hauteur de Lawrence. « Si tu continues à faire le pitre, j'abandonne l'idée. » Olgar s'exclama surpris. « Quoi? Il doit y avoir de bonnes raisons pour dire une chose pareille. » Wow. Oh. Le protagoniste répondit qu'il y en avait. Il le connaissait mieux que quiconque. Il en était donc absolument certain. Le lancier dit « Alors pardonnez-moi, mais je m'en vais. » Il dit au protagoniste que s'il arrêtait de se mettre en travers de son chemin, il pourrait peut-être réaliser son potentiel. Il deviendra le camarade de Lawrence. Il lui ouvrira la voie de la gloire et fera taire cette guilde qui se mêle de tout. Le protagoniste dit qu'il fasse ce qu'il veut. La princesse lui demanda déconcertée « En es-tu sûr? » Olga éclata de rire et s'exclama « Ma renommée n'en sera que plus grande, dans ce cas que le maître observe bien. Tu seras fier d'avoir eu un membre comme moi dans ta guilde. » Le protagoniste fit remarquer « Ah, certainement. » Le lancier interpella Lawrence qui était surpris et demanda à Act s'il y avait autre chose. Le protagoniste répondit « Tu quittes la guilde de toi-même. Si les choses se compliquent plus tard et que tu dis vouloir revenir, il sera trop tard. » Le lancier ricana et dit qu'il reviendrait en tant que camarade du héros après avoir vaincu le roi démon et qu'il en serait fier. D'ici là, il ne fallait pas l'attendre. Il se débrouillerait très bien. Le protagoniste fit remarquer « Oh, très bien. » Olgar appela de nouveau Lawrence. Le héros se leva, regarda le protagoniste et avec son consentement tacite partit avec le lancier. La princesse fit remarquer « Cet Olgar est plutôt désagréable. » Le protagoniste lui demanda ce qui lui faisait penser ça. La jeune femme répondit « Tu t'es tellement soucié de lui et voilà comment qu'il te remercie. » Peut-être. Et il me dit. Act lui conseilla de ne pas gaspiller son énergie en colère. Elle ajouta « D'ailleurs, tu allais faire de lui le camarade de Lawrence. Alors pourquoi as-tu fait ça? Si tu les avais simplement mis en contact, ça n'aurait pas été la même chose. » Le protagoniste répondit « Peut-être. » Quoi qu'il en soit, tout deviendrait clair dans environ 2 semaines. Passé ce délai, Lawrence contacta le protagoniste par transmetteur et s'exclama que quelque chose de grave était arrivé. Le protagoniste lui demanda ce qui s'était passé. Le héros lui répondit « Olgar, il a disparu. » Alistella regarda le protagoniste d'un air las. Quelque temps plus tard, un cri retentit dans une taverne de la cité centrale de Néa. C'était Olgar qui était furieux. Il s'exclama « Quelle honte! » Chaque jour était un enfer avec ses entraînements. Pourquoi suis-je devenu le camarade du héros? À ce moment-là, Lawrence lui annonça qu'il était l'heure de faire une course de 100 km suivie de 10 000 coups de lance. Le lancier protesta « Pas question. Je vais mourir à ce rythme. C'est bon. J'arrête. J'en ai plus qu'assez de tout ça. » Il se souvint de sa dernière conversation avec le protagoniste et pensa que même s'il était parti si brusquement, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait. À bien y réfléchir, cet endroit était agréable. Il voulait y retourner, mais il ne le pouvait pas. Qu'allait-il faire maintenant?
C'est alors que Ford lui souhaita une bonne soirée. Le lancier le regarda perplexe et lui demanda qui il était. Le jeune homme s'excusa, se présenta et ajouta qu'il était un éclaireur. Il cherchait des gens compétents pour la guilde et il le connaissait. C'était le meilleur lancier du monde. Holgar prit immédiatement un air solennel et déclara avec un petit rire que c'était le cas. Ford lui dit qu'il avait récemment vaincu une centaine d'orques à lui seul. Il méritait vraiment le titre de plus fort. Le lancier rit et fit remarquer qu'il voyait que Ford était un connaisseur et qu'ils avaient donc besoin d'un homme capable. L'éclaireur répondit que c'était bien ça. Il pensait qu'Holgar devrait devenir instructeur de combat dans leur guilde. Le lancier lui demanda surpris. Instructeur, l'éclaireur demanda. Quelque chose ne va pas. Des gens comme lui doués en arts martiaux étaient très utiles. C'était une quête bien plus noble que de combattre des ennemis. Holgar laissa échapper d'un ton surpris. Ah oui, donc tout ça n'est pas si important. Ford nota que c'était effectivement le cas. Il ajouta que vaincre le roi démon était la tâche d'un héros. Mais deviendrait-il quelqu'un en battant cet ennemi aux côtés du héros? Le lancier admit exactement, dit-il. Comme une grenouille au fond d'un puits, Lawrence est trop fort. L'éclaireur toucha l'épaule du lancier et dit « Donc tu es plus apte au rôle d'instructeur et la vie d'un entraîneur est confortable et bien payée. » Le garçon répondit « Je vois. » À ce moment, la voix du protagoniste retentit. Il demanda au lancier « Il est là », Ford marmonna. « Le voilà », dit Holgar surpris, maître de guilde. Ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Le protagoniste regarda Ford et le remarqua. « C'est le maître de guilde adjoint du héros de toute saison, » dit l'éclaireur. Il se souvenait de lui. « Quel honneur, » dit le MC, « mais j'ai affaire ici. » Le lancier se prit de la tête, ne sachant que faire. Act s'adressa à lui comme s'il était un Holgar bon à rien et dit qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles il s'était enfui. Le garçon était indigné. Il ne s'était pas enfui, qu'ils arrêtèrent de dramatiser. Le protagoniste dit que l'entraînement de Lawrence était dur, alors il s'est enfui. Il avait raison à son sujet. Il n'est rien d'autre qu'un minable. Holgar en colère demanda des éclaircissements. L'avait-il traité de minable Act répondit que c'était exact. Il s'était enfui la queue entre les jambes, pensant qu'il ne pouvait pas se comparer à Lawrence. Et qu'est-il après ça si ce n'est un minable? Holgar rétorqua avec irritation. Il n'est pas un minable, lui dit le MC. Exactement. Il est encore plus faible, s'exclama le lancier. Alors qu'il le prouve. Qu'il se batte contre lui. S'il gagne le maître, retirera ses paroles. Le protagoniste gloussa et répondit « Très bien, mais si je gagne, Holgar admettra qu'il est faible. » Le type rétorqua « Je ne peux pas perdre. » Act se tourna pour partir et invita Holgar à le suivre. Le lancier pensa avec irritation au protagoniste. « Idiot! Il ne fait que s'asseoir à une table toute la journée. Je ne perdrai pas contre lui. » Ford, qui les avait suivis, pensa qu'il avait pris sa décision. Holgar avait enfin retrouvé son esprit combatif, sinon il se serait complètement effondré. Act n'est pas si simple. Lorsqu'ils arrivèrent au centre d'entraînement appartenant à la guilde du protagoniste, un Lawrence et une Alistella joyeux se précipitèrent dans l'arène. La jeune fille appela le protagoniste qui se tourna vers Holgar et ajouta « Le fils prodigue est de retour. Je suis si heureux. » Holgar perplexe prononça le nom de son allié puis déclara « Je ne suis pas de retour. Je suis seulement venu pour battre ce type nommé Act. » Le MC dit qu'ils allaient se battre maintenant. La princesse s'exclama avec stupéfaction. « De quoi parlez-vous? Vous devriez arrêter ça tout de suite. » Lawrence posa sa main sur son épaule et dit « Ce n'est rien, Act est fort. » Elle pensait le savoir elle-même, lui dit la jeune fille. Mais Holgar n'est pas faible non plus. Le héros fit remarquer, eh bien, il est assez agile de ses mains. Les aventuriers de rang S et plus entraînés par Monsieur Act possèdent une force immense. S'exclama Alistella. Wow! Elle tenta de nouveau d'arrêter les adversaires, appelant le héros à l'aide. Le protagoniste déclara « Nous sommes prêts à commencer le combat. » « Nous sommes prêts? » Holgar, prenant une posture de combat, pensa « Ils disent qu'il est fort. Je vais lui montrer ce que je vaux. » Le lancier lança une feinte rapide comme l'éclair sur son adversaire, mais le protagoniste se contenta de se détourner du coup. Holgar manqua sa cible. Il se demanda avec surprise. « Il a esquivé !» s'exclama Alistella stupéfaite. « Incroyable! Il a esquivé une frappe aussi rapide. » Lawrence fit remarquer que c'était bien digne de leur maître. Act demanda au lancier « Qu'est-ce que c'est que ça? » « C'est ça ta limite. » Le garçon s'enflamma et commença à attaquer le protagoniste avec une vigueur renouvelée, mais ce dernier para toutes ses attaques sans effort. Le lancier épuisé tomba à genoux. Le MC dit « Eh bien, avec toi, l'escouade héroïque sera certainement vaincue. Comprends-tu maintenant que tu n'as pas bougé d'un seul pas? » La princesse était choquée. Même en tant que combattant, il n'a pas pu le toucher. « C'est ça la vraie puissance, dit Holgar d'un air penaud. » Ce n'est pas vrai. Il n'est pas comme ça. Il est le plus fort des lanciers.
Sur ces mots, il se releva d'un bond et redoubla de force. La puissance de son aura toucha même la princesse. Le lancier pensa avec stupéfaction. Avait-il caché une puissance magique aussi énorme pendant tout ce temps? Très bien, maintenant, il va prendre cher. Il attaqua de nouveau le protagoniste, mais le personnage principal lui asséna un tel coup sans bouger de sa place que le garçon fit un salto en l'air. Acte a dit « C'était un bon coup ». Olgar, étendu au sol, était perplexe. Il s'est mis à jurer de désespoir. Le protagoniste a ajouté « Voilà la preuve qu'il est faible. » Le lancier luttant pour se relever du sol a dit avec colère « On se rebattra ». Acte lui a répondu que c'était inutile. Même s'il l'affrontait maintenant, peu importe le nombre de fois, il ne pourrait pas gagner. Il ne ferait que se ridiculiser. En passant devant Lawrence, le protagoniste lui a dit qu'il lui confiait l'affaire. Le héros a répondu à son maître qu'il avait compris. Il s'est approché du lancier, l'a appelé par son nom et lui a dit que c'était un bon combat, en particulier le coup final. Les résultats de son entraînement étaient clairement visibles. Le garçon touché par une telle attention a crié après le protagoniste en se retenant à peine qu'il deviendrait encore plus fort qu'il ne l'était maintenant et qu'il le lui ferait admettre. Il prendrait ce qui lui était dû. Le lendemain, la princesse, toute excitée, s'est tournée vers le protagoniste pour lui demander s'il avait vu le journal du jour. Lawrence et son escouade auraient vaincu le clan des démons et Olgar se serait tellement illustré qu'il aurait gagné le titre de général. Le protagoniste, sirotant calmement son thé, a simplement dit « Ah oui », Alistella a continué. Est-ce que ce combat d'entraînement était arrangé pour remonter le moral du lancier? Il a répondu qu'elle se faisait des idées. La princesse lui a dit qu'en fin de compte, il était très gentil. Acte a rétorqué « Ne dis pas de bêtises ». La jeune fille a répondu timidement « Non, j'aime bien ce côté de vous ». Federica s'est exclamée « Et moi là aussi ». La princesse, embarrassée par sa propre question, a rougi, marmonné quelque chose et a fini par s'excuser. La servante irritée se demanda si cette fille essayait de se faire désirer. Le protagoniste s'est tourné vers sa fidèle assistante et lui a dit de ne pas trop montrer ses oreilles et sa queue. La servante s'est tue et a dit « Ben ». Elle l'avait entendu. Il l'avait donc remarqué lui aussi. Elle a ajouté « Au fait, avez-vous vu le rapport de Lawrence ?» Olga a complètement changé par rapport à avant et s'entraîne avec diligence. Frederica a étendu ses bras à enlacer le protagoniste par derrière et a continué expliquant qu'il l'avait forcé à quitter la guilde pour lui couper toute voie de retraite et que ces mots, tout cela, était la gentillesse du maître destiné à le faire grandir. Acte lui avait dit de ne pas chercher de sens caché comme les autres. La servante nota que même si personne ne comprenait, elle connaissait sa gentillesse maladroite. Le serrant plus fort, elle a dit « Même si peu de gens vous comprennent, même si tout le monde vous déteste, moi seul vous servirez jusqu'à la mort. » Il a essayé de se libérer de son étreinte, mais la jeune fille ne semblait pas s'en rendre compte. Il s'est résigné et a pensé « Bon qu'elle fasse ce qu'elle veut. » Federica a noté cependant qu'il ne lui avait pas dit de partir. À ce moment-là, Ford observait la scène où la servante étreignait le protagoniste. L'éclaireur pensa « À cause du protagoniste, le nombre de camarades de Lawrence a augmenté. Bon, s'il ne s'agit que d'une seule personne, je ne le signalerai pas. » C'est dans la marge d'erreur. Cependant, pourrait-ce vraiment être elle? Il a regardé Federica de près, notant que si cela interférait avec le plan, alors comme prévu, tout s'effondrerait. Mais son intuition était la bonne. Pour l'instant, il se contenterait d'observer. À ce moment-là, le protagoniste a senti quelque chose et a jeté un regard en coin vers la fenêtre. Quelque temps plus tard, tôt le matin, devant le bâtiment de la guilde, Federica a dit « C'est tout pour aujourd'hui ». Le protagoniste a confirmé. Il a levé la main vers la porte et a remarqué du bruit à l'intérieur. La servante a tendu l'oreille et a dit surprise « Cette voix, ce n'est pas possible. » En entrant, ils ont entendu la voix forte de Roselia qui saluait le maître de la guilde. L'avant-garde numéro 1 a dit que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Le protagoniste lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille s'est exclamée « Vous m'avez tellement manqué. J'ai cru que j'allais mourir. Vous êtes si menaçant aujourd'hui. » Federica a répondu irritée « On ne meurt pas de solitude. » Roselia s'est exclamée « Le maître de la guilde est si précieux pour moi. » La servante incapable de se retenir s'est exclamée avec colère « Tu dragues encore le maître. Arrête ça immédiatement. » Roselia, enlaçant le protagoniste, a déclaré « Ah, c'est toi, Federica. » La servante s'est exclamée « C'est ça. » Sa colère ne connaissait aucune limite. L'avant-garde s'est tournée vers le protagoniste et lui a dit qu'elle avait quelqu'un à lui présenter plus tard. Il a demandé « Une personne utile ?» La jeune fille a assuré que oui. Il a poursuivi « J'ai aussi affaire à toi, suis-moi. » Le protagoniste s'est tourné vers une Federica irritée et lui a demandé de leur faire du thé. La jeune fille a à peine contenu sa colère, mais a répondu qu'elle s'en chargeait. Il se demanda perplexe pourquoi elle était en colère. Rosalia a répondu « Notre maître est toujours le même. » Une fois dans le bureau, la jeune fille lui a demandé
Alors, quelle affaire aviez-vous avec moi? Si c'est une invitation à passer la nuit ensemble, pourriez-vous me laisser un peu de temps? Je viens de rentrer d'une aventure et je ne suis pas encore prête pour ça. Le protagoniste a répondu sèchement non. L'avant-garde a répliqué d'un ton langoureux. Quel dommage. Après tout, je me serais volontiers donné entièrement à vous. Si jamais vous vous décidez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le protagoniste lui a dit qu'il ne couchait pas avec ses subordonnés. La jeune fille a alors fait de la remarque « Est-ce qu'il me menace de m'envoyer dans une autre guilde ?» Il lui a suggéré d'arrêter de plaisanter et de passer aux choses sérieuses. Il l'a convoquée pour lui annoncer qu'elle était expulsée de sa guilde. La jeune fille a eu un hoquet de surprise et a dit « Expulsée ». Soudain, un vortex de feu est apparu entre eux, d'où Matsari a surgi furieuse en s'exclamant « Je ne peux pas rester silencieuse !» Non seulement il a trompé ma maîtresse, mais maintenant il l'expulse. Il se moque de moi. Le protagoniste était aussi surpris que Rosilia. « Qui est cette fée ?» a demandé la jeune fille étonnée. « C'est Matsari. Elle m'a sauvé pendant l'attaque du dragon de feu. Elle n'avait nulle part où aller, alors je l'ai recueillie. » Le protagoniste a dit « Je vois pour l'exil. » Matsari s'est exclamé avec colère « Ne m'ignorez pas. Vous devez m'écouter. » La fée s'est changée en colonne de feu et a attaqué le protagoniste. Son coup l'a envoyé valser dans le placard. Roselia, indignée, a interpellé son assistante en lui criant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Matsari, reprenant sa forme humaine, s'est exclamé « Je ne l'admettrai pas. Qu'un avorton pareil soit le maître de guilde de ma maîtresse. » Le protagoniste a fermé les yeux et a dit « Pas mal tes compétences magiques. Très bien, je te laisse rejoindre la guilde. » Matsari s'est exclamé irrité. « Il m'énerve avec son arrogance. Il essaie de se racheter, c'est ça. » Rosalia a interpellé son assistante avec colère en lui disant sévèrement « Ça suffit comme ça. Va dehors te calmer les esprits. » La fée s'est tournée vers lui et a sifflé. « Je le déteste. C'est à cause de lui que je me suis fait gronder. » Elle s'est à nouveau transformée en colonne de feu et a disparu du bureau. Roselia s'est inclinée poliment devant le protagoniste et s'est excusée. Il lui a dit que ça ne faisait rien. Cependant, elle avait trouvé un assez bon élément. Vanguard était d'accord avec lui, ajoutant qu'elle était excellente en tant que soutien. C'est pour ça qu'elle l'avait amené à la guilde, mais sa personnalité, c'était une autre histoire. Il a souri. À ce moment-là, Frederica est entrée et lui a demandé surprise pourquoi il avait fait ça. Le protagoniste, sans lui répondre, a répliqué « Rosilia, ce n'est rien. » Ici, on ne choisit pas les membres en fonction de leur caractère. Je vais m'occuper des formalités pour sa carte de guilde. Roselia l'a remercié. La servante lui a demandé de quoi il parlait. Il lui a dit qu'ils allaient discuter de l'expulsion de Rosilia. Frederica s'est exclamée joyeusement « Il était temps ». À cet instant, la voix furieuse de Matsari s'est fait entendre de l'extérieur de la fenêtre. « De quoi est-ce qu'il parlait, hein? » Quelque temps plus tard, près de l'entrée du labyrinthe de Sukura, Matsari fit une remarque pleine de colère à propos du protagoniste. « Ce type est tellement agaçant. » Henry l'a réprimandé. « Ne dis pas ça. Le maître de guilde est vraiment cool. » La fée lui a demandé perplexe « Pourquoi? » Rye lui a répondu « Parce qu'il voit l'essence cachée des choses. » Bridge a acquiescé. Matsari s'est exclamé irrité « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » Henry a dit « Le maître de guilde est en réalité quelqu'un de très gentil. » Toute l'équipe était d'accord avec elle, mais Matsari n'arrivait pas à l'accepter. Elle a demandé à sa maîtresse « Et pour l'exil alors? » La jeune fille a répondu « J'ai refusé, alors il a changé d'avis. » Matsari a pensé surprise. D'ailleurs, est-ce que sa maîtresse avait fait une sorte de suggestion? Soudain, elle est devenue méfiante et a dit à sa sauveuse « Il y a un passage secret droit devant. » Vanguard a répondu « Je ne vois rien du tout. » La fée a dit que c'était un mur d'illusion. Henry a dit « Attendez un peu. Je dois vérifier quelque chose. » Matsari s'est exclamé « Dépêchons-nous plutôt. » Et elle a plongé à l'intérieur. Rosilia a attrapé son assistante par le col, l'a tirée en arrière et lui a sifflé « Tu veux te faire tuer ou quoi? N'ose plus jamais refaire ça. » La fée était indignée. Quel est le problème? Tout allait bien. Bien. Roselia a passé la main à travers l'ouverture spatiale et a constaté avec surprise qu'il s'agissait bien d'un espace caché. L'équipe est entrée et Matsari a dit à sa maîtresse de la suivre. La jeune fille a fait remarquer avec raison à son assistante que c'était louable de l'avoir remarqué. « Mais tu ne t'es pas dit que ça pouvait être un piège? Si on se téléporte dans un lieu inconnu, tout peut arriver. » La fille a déclaré « Tout va bien. Il n'y a pas de piège de ce côté. L'exploration est terminée. Il n'y a aucun piège de téléportation ici. » Roselia a déclaré « Dans ce cas, inutile de se presser. » Matsari s'est soudain exclamé « Regardez-moi tous ces trésors. » C'est moi qui ai fait ça. Tout le mérite me revient. Henry s'est tourné vers Roselia d'un air précautionneux. Vanguard a ordonné à son assistante de revenir. La fille s'est exclamée confuse. « Tout va bien. On doit se partager le trésor rapidement. » Elle a tendu la main vers le trésor. Et à ce moment-là, une aura magique en a émané. Matsari a demandé surprise. « Qu'est-ce que c'est? »
Rosilia lui a expliqué que c'était une barrière de téléportation magique. La fée s'est exclamée déconcertée. « Comment est-ce possible? Il ne devait y avoir aucun piège. Ça ne peut tout simplement pas arriver. » L'aura magique s'est propagée à tout le monde. Lorsque le piège s'est désactivé, Rosalia a demandé à son équipe « Tout le monde est là. » Mazzari lui a demandé confuse « Où sommes-nous? » La jeune fille a regardé autour d'elle et a dit « On dirait une sorte de grande salle. » Soudain, les torches sur les murs se sont mises à brûler très vivement. Mazzari s'est exclamé avec crainte « Qu'est-ce que c'est que ça? » « De quoi tu parles? » Rosilia cria à son équipe « Préparez-vous au combat, ils arrivent. » La fée confuse lui demanda « Qui arrive? » La jeune fille lui expliqua « C'est la salle du maître du labyrinthe, et il était là le maître de ces lieux. » Un monstre gigantesque et terrifiant apparut devant l'équipe. La fée stupéfaite lui demanda. Roselia lui ordonna de se calmer. Elle rappela à ses alliés de ne pas oublier le travail d'équipe. En avant tout le monde. Pendant ce temps, Ford, qui les observait à travers une boule magique, déclara « Grâce à cette idiote de Mazzari, le plan se déroule sans accroc. Rosilia était aussi une sorte d'héroïne. Un obstacle de plus. Il était temps pour elle de disparaître. » Quelque temps plus tard, Mazzari apparut soudainement à la guilde criant de désespoir. « Je vous en supplie, sauvez ma maîtresse. Si ça continue, elle va mourir. » Le protagoniste entendit son cri et lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui répondit et ils se téléportèrent sous terre. Ils étaient tombés dans un piège et avaient atterri dans la salle du maître du labyrinthe. Les aventuriers commencèrent à discuter du problème. Normalement, il faut 30 personnes pour vaincre le maître du labyrinthe. N'y a-t-il vraiment aucune issue? Le protagoniste qui descendait les escaliers dit « Impossible, on ne peut pas quitter la salle d'un maître tant qu'il n'est pas vaincu. » Alors pourquoi Mazzari était-elle ici? La jeune fille lui répondit « C'est la magie d'omniprésence. Elle peut créer des corps de vent qui possèdent une conscience et peuvent être partout à la fois. » Il lui demanda « Donc son vrai corps est toujours dans le labyrinthe. » Mazzari remarqua surprise. Comme on pouvait s'y attendre du maître de guide, il sait tout. Le protagoniste répondit « Oui. » « Mais alors il n'y a pas d'issue, dit-elle au bord des larmes. À cause de moi, ma maîtresse est en danger. Je sais que ma demande est égoïste, mais je vous en supplie, sauvez ma maîtresse. Après un bref silence, les aventuriers acceptèrent. Quand un membre de la guilde a des ennuis, on se doit de l'aider. C'est ça, être de précieux talents. Mais Acte répliqua « Non, même la plus forte de la guilde Rosilia n'a pas pu venir à bout de cet ennemi. Vous pensez vraiment pouvoir gagner? » Mazzari s'exclama « Ça veut dire que vous voulez abandonner ma maîtresse dans cette situation. » Acte appela Federica et la servante apparut immédiatement devant lui, l'informant que les préparatifs étaient terminés. Il se tourna vers Mazzari et lui dit qu'il devait y aller. Les aventuriers s'exclamèrent de joie. Elle n'avait plus à s'inquiéter maintenant. Il semblait que leur maître avait un plan. Federica était aussi incroyablement forte. Mazzari demanda au protagoniste « Est-ce qu'il va vraiment nous aider? » Même après ce qu'elle lui avait dit, le protagoniste lui répondit de ne pas se méprendre. Ce n'était pas pour elle. Même si Roselia avait choisi de participer à cette quête, toute la responsabilité lui incombait. Et de plus, il était trop tôt pour perdre quelqu'un comme elle. Elle le remercia, mais sa venue ne servirait à rien. Federica sourit et lui répondit qu'elle comprendrait bientôt par elle-même. Leur maître n'était pas seulement miséricordieux, il avait aussi d'autres atouts. Les alliés se précipitèrent vers le donjon. Le protagoniste était en tête du groupe. La fée fit remarquer que c'était bien de se dépêcher, mais que s'il y avait des pièges, il tomberait dedans. La servante lui répondit « Aucun problème. Le maître évite tous les pièges et tous les ennemis. » Mazzari le remarqua avec surprise. Elle comprit alors qu'il n'avait rencontré aucun piège ni aucun ennemi. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Au bout d'un moment, elle annonça « Nous sommes arrivés. » En suivant la route principale, si rapidement le protagoniste les appela et les alliés se précipitèrent à sa suite. Pendant ce temps, Roselia combattait désespérément le monstre. Elle pensa « Ces tentacules, peu importe leur apparence, sont sacrément durs. » Le démon, se moquant d'elle, intensifia son attaque. Elle s'exclama avec colère « Et ça, qu'est-ce que tu en dis? » Elle activa la triple Entile et trancha plusieurs tentacules. Elle pensa que ça fonctionnait. La jeune femme utilisa Triple Charge avec floraison violente et fonça droit devant. Elle n'avait plus qu'à atteindre le corps de l'ennemi. Soudain, elle réalisa que les tentacules du monstre repoussaient. Il se régénérait trop vite. Son plan avait échoué. Elle était déconcertée par la régénération infinie de l'ennemi. Elle perdait peu à peu l'avantage des armées après seulement quelques attaques. Si seulement elle pouvait doubler sa vitesse, pourrait-elle réussir? À cet instant, la jeune femme sentit quelqu'un la rattraper dans ses bras. C'était le protagoniste arrivé juste à temps. Roselia fut très surprise de le voir. Le protagoniste se tourna vers Federica. La servante lui dit de s'occuper des blessés et de les soigner pendant qu'elle se chargerait du monstre. La jeune femme prit la forme d'une bête magique et attaqua furieusement le maître du labyrinthe. Elle lui lança « Monstre inhumain, je suis désormais ton ennemi. » Le démon la dévisagea perplexe. Roselia, surprise, demanda au protagoniste « Tu es venu m'aider. »
Acte répondit « Ne te méprends pas. Je ne suis venu que parce qu'on m'a invoqué. » Matsari, heureuse, se jeta dans les bras de sa maîtresse. Il demanda à la jeune femme et le reste de l'équipe. La fée pointa une direction et lui dit qu'ils étaient là-bas. « Mon vrai corps maintient la barrière. Suis-moi. » Le protagoniste, voyant les blessés, commença à les soigner. Rye, regardant sa jambe blessée avec surprise, dit « La douleur a disparu. » Henry était stupéfait. « Incroyable maître. C'est surréaliste. » Matsari lui demanda si cela avait arrêté non seulement l'hémorragie, mais aussi la douleur. Que fit-il? Il lui répondit que c'était grâce à la manipulation du temps. En ralentissant le temps interne du corps, cela stoppe la progression des blessures. Le protagoniste regarda le double de Matsari et pensa « Le vent crée une barrière protectrice. » Il caressa la tête de la fée avec son doigt et dit « Elle a fait un excellent travail d'assistance et de protection. Excellent boulot. Qu'elle me laisse m'occuper du reste. » Les yeux de Matsari se remplirent d'émotion. L'équipe de Roselia lui dit qu'il voulait se battre aussi. Il refusa, ajoutant qu'il ne ferait que retarder leur mort. S'ils risquaient de mourir, cela créerait des problèmes supplémentaires. Lui, Roselia et Frederica allaient vaincre l'ennemi. Le protagoniste se tourna vers la fée et lui dit de les protéger. Roselia l'informa que le plus gros problème était ses tentacules. Il y en avait beaucoup trop. Il remarqua bien sûr la super régénération. Il faudrait beaucoup de monde pour contrer ça. Roselia nota avec surprise. « Beaucoup de monde, nous ne sommes que 3. » Hack dit « C'est suffisant. 3, ça suffit. » Il se tourna vers ses camarades et dit « Il est temps pour nous d'en finir avec ce démon. » Les filles répondirent aussitôt à son ordre. Frederica, sans quitter sa forme transformée, activa sa magie vocale et des blocs de glace jaillirent du sol piégeant le démon. Roselia s'exclama « Super, tous les tentacules sont gelés. » Elle détruisit les membres du monstre un par un, mais à ce moment-là, Matsari hurla et d'autres tentacules apparurent. Roselia recommença à détruire les membres du maître du labyrinthe. La fée activa sa magie, dont la force affecta également le protagoniste. Le chef lui cria « Qu'est-ce que tu fabriques? Ne fais rien. » La jeune fille elle-même se précipita en avant aux côtés du protagoniste et attaqua vigoureusement l'ennemi. Roselia s'exclama « C'est bon, on a gagné. » Le protagoniste bondit en l'air, attrapa les cheveux du monstre et s'y suspendit, le regardant droit dans les yeux. « Tu as pris un peu trop de liberté. » Le démon le dévisagea surpris. Le protagoniste dit « Tu as blessé mes subordonnés et c'est un crime grave. Tu vas le payer de ta vie. » Il activa sa compétence et lança un arrêt complet du temps. Un puissant flux d'énergie mortelle déferla sur le monstre, achevant l'ennemi. Matsari s'exclama avec surprise « Incroyable! Ils ont vaincu le maître du labyrinthe. C'était quoi cette lumière? » Elle attira l'attention de sa maîtresse sur Acte, qui commençait à tomber lourdement du ciel. Frederica le rattrapa délicatement sur son dos. Le protagoniste s'exclama « Excellent travail! » Ses yeux blessés se fermèrent sous l'effet du gonflement. La servante pensa « Comme on pouvait s'y attendre de la part de mon maître, il a fait un excellent travail. » Elle le déposa doucement sur le sol et reprit sa forme humaine. Rosalia, regardant le monstre cloué au mur, demanda au protagoniste stupéfaite ce qu'il lui avait fait. Il lui expliqua que c'était une technique qui arrêtait complètement le temps interne de quiconque croisait son regard. Elle lui demanda « Donc juste en regardant un ennemi, tu peux le tuer sur le champ. » Matsari était surprise, mais quant à la sûreté d'un tel pouvoir, le protagoniste répondit « Pas de problème. On devrait y retourner. » Soudain, le protagoniste chancela. Frederica et Roselia lui prirent délicatement les bras et se tournèrent vers lui avec inquiétude. Il répondit qu'il vacillait juste un peu. Roselia le regarda avec surprise, puis se mit à rire et déclara « Sans surprise, c'est notre meilleur maître de guilde. » Un peu plus tard, dans le bureau d'Ak Matsari, pleine de remords, exprimant ses sincères regrets pour ses actions imprudentes qui avaient mis sa maîtresse et les autres en danger. Elle le regrette vraiment et pense qu'elle doit quitter sa maîtresse. Elle a causé tant de problèmes à tout le monde et au protagoniste aussi. La dernière attaque lui a coûté cher, n'est-ce pas? Elle regarda son œil bandé avec remords et ajouta qu'elle avait blessé le chef de l'organisation et qu'elle n'avait plus le droit de rester ici. La fée était sur le point de s'envoler, mais le protagoniste l'arrêta. Il lui dit qu'il était trop tôt pour partir. Elle était nouvelle dans la guilde. Les nouveaux causent souvent des problèmes. C'est courant. Matsari objecta perplexe, mais là on parlait d'une toute autre échelle. Le protagoniste ajouta que son soutien dans le donjon avait été excellent. Il lui tendit un document et dit « Voici ta marque de guilde. » Il la reconnaît officiellement comme membre de sa guilde. La fée le regarda surprise et essaya de dire quelque chose, mais le protagoniste l'interrompit, disant qu'elle avait reconnu sa faute et demandé de l'aide. Faisant de son mieux, elle a fait tout ce qu'elle a pu même dans le donjon. Il n'allait pas laisser partir quelqu'un qui pouvait agir avec précision et efficacité en mettant sa fierté de côté. Il lui dit de continuer à soutenir Rosalia et les autres. La fée fondit soudain en larmes et le remercia sincèrement. Elle lui promit qu'elle ferait de son mieux, qu'elle travaillerait de toutes ses forces pour lui. Roselia regarda son assistante avec un sourire.
Acte avait parlé et Roselia, en guise de punition pour avoir mis le groupe en danger, serait suspendue pour un temps. La jeune fille le questionna du regard stupéfaite. Suspendue, Mazzari en fut également surprise. Elle s'exclama que c'était de sa faute si le groupe était en danger. Le protagoniste a répliqué que la responsabilité des actions du groupe incombait au chef. La fée tenta de dire autre chose, mais il déclara que la guilde possédait un refuge sur la côte dans un complexe de villas. Roselia devait y emmener les membres du groupe pendant 2 semaines, pour que tout le monde puisse se reposer et s'isoler un peu. Mazzari lui demanda perplexe. 15 jours dans une villa au refuge. Roselia était aussi stupéfaite que son assistante. Le protagoniste poursuivit. Pendant ce temps, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Aller à la plage se détendre. Il leur donnerait assez d'argent pour vivre confortablement, alors elles ne devaient pas s'inquiéter. Roselia se mit à rire d'abord timidement, puis à gorge déployée, et Mazzari fit de même. Le protagoniste se demanda pourquoi elle riait. Roselia l'appela par son nom et dit qu'elles allaient bien se reposer. Du côté de Federica. Oui, ça ressemble bien à un voyage de débutant combiné à des vacances. Envoyer ses subordonnés en vacances aux frais de la guilde. Quel maître cruel. Peu de temps après, le groupe de Roselia profitait pleinement de ses vacances. Alors qu'elle se prélassait au soleil sur la plage Mazzari, demanda à Roselia pourquoi ils avaient voulu l'expulser de la guilde cette fois-là. La jeune fille répondit qu'ils voulaient l'exiler et l'envoyer au héros Lawrence en personne. Mazzari s'exclama stupéfaite. À ce même grand héros Lawrence, mais pourquoi avait-elle refusé Roselia, répondit que c'était parce qu'elle ne voulait pas quitter le protagoniste. La fille fut surprise. C'était tout. La jeune fille s'exclama « Mais est-ce que si étrange? N'est-ce pas normal de vouloir toujours être proche de la personne qu'on aime? Il pense toujours à l'avenir de ses subordonnés. Quand il doit bannir quelqu'un, il le fait durement pour qu'il n'ait aucun doute. Mais si le bannissement apporte de la douleur, le maître l'annulera. Si c'est la bonne décision pour eux, nota la fée d'un air songeur, alors ils pensent vraiment à eux si profondément. Roselia conclut « C'est pour ça que tout le monde l'aime tant. » Mazzari dit avec regret « Vraiment, alors il s'avère que j'ai été injuste avec lui. » Roselia lui répondit « C'est vrai, mais le maître pardonne toujours. Il croit que les erreurs de ses subordonnés sont aussi de sa responsabilité. C'est son style de parler comme ça. » L'expression de Mazzari indiquait qu'elle était heureuse d'entendre de tels mots sur le protagoniste. Roselia soupira et dit « Alors, j'ai une nouvelle rivale. La fille s'exclama timidement « Mais de quoi tu parles? » La jeune fille rit et remarqua qu'elle avait rougi. « Trop mignonne! Tu es tombée amoureuse du maître toi aussi, n'est-ce pas? » Mazzari, complètement embarrassé, s'écria « Ce n'est pas vrai. » Soudain, Federica prit la parole et une atmosphère romantique s'installa. Le protagoniste lui demanda quelle bêtise elle racontait. La servante lui dit d'admettre enfin qu'elle était sa numéro 1. Il répondit « Pour lui, tous les subordonnés sont égaux. » La jeune fille rétorqua « Ce n'est pas de ça que je parle. Il est tout simplement insupportable. » Elle soupira et dit « Bon, je vais revenir aux choses sérieuses. Pourquoi es-tu venu ici? » Le protagoniste lui expliqua qu'après la mort du boss dans le labyrinthe, bien que Mazzari en tant que fée, la plus gradée ait affirmé qu'il n'y avait plus de piège, la téléportation s'était activée. Cela lui a paru suspect et il en est arrivé à la conclusion que ce n'était pas un piège. Federica, surprise, lui demanda « Qu'est-ce que c'était alors? » Le protagoniste dit « Quelqu'un a utilisé un sort de téléportation sur Roselia et les autres. » La servante répondit « Je comprends, mais la téléportation est une magie extrêmement complexe, ce qui signifie que l'ennemi est très puissant. »« As-tu vu qui c'était? » demanda-t-elle. Le protagoniste répondit « Non, je n'étais pas là. Le sort a été lancé à très grande distance. » Frederica s'exclama avec étonnement « C'est impossible. Seuls quelques-uns maîtrisent la téléportation et l'utiliser au-delà de la portée visuelle est au-dessus des capacités humaines. » Il lui demanda de se calmer et nota qu'il n'y avait qu'une seule chose de certaine. Quelqu'un avait essayé de tuer les siens. Le protagoniste serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau jusqu'au sang. La servante s'approcha de lui prit la main et lui dit qu'il se blessait. Elle lui demanda de se calmer et d'arrêter d'être si en colère. Le protagoniste, la voix chargée de colère, dit qu'un insolent avait osé s'en prendre à ses subordonnés. Il leur ferait payer cette dette tôt ou tard, c'était une certitude. Quelque temps plus tard, le protagoniste demanda à la réceptionniste ce qu'elle faisait. Camilla répondit nerveusement, pensant qu'elle le dérangeait. Il dit qu'il ne voulait entendre aucune excuse. La jeune femme s'excusa bouleversée. Le protagoniste ajouta qu'à partir de maintenant, elle n'avait plus besoin de venir. Il lui ordonna de faire ses affaires et de partir rapidement. À ce moment, Alistella entra dans la pièce et lui souhaita le bonjour. Voyant qu'il avait renvoyé la jeune femme, elle demanda ce qui était arrivé à cette femme. Avait-elle fait quelque chose? Le protagoniste répondit que son fils avait une forte fièvre. Elle avait reçu des nouvelles ce matin-là de la grand-mère chez qui elle avait laissé l'enfant. Peu de temps après, Camilla revint et le remercia timidement.
Il lui dit de rentrer chez elle. Elle pouvait ne pas revenir avant quelques jours. Elle ne devra revenir que lorsque l'enfant sera complètement guéri. C'est bien clair, elle lui répondit qu'elle avait compris et le remercia. Alistella fit remarquer qu'il était très gentil. Le protagoniste répondit qu'elle ne devait pas s'y tromper. Il ne voulait tout simplement pas qu'elle ramène une quelconque infection au travail. Après le déjeuner dans son bureau, il annonça à un autre employé qu'il n'avait plus à revenir à partir de maintenant. L'homme confus dit qu'il voulait pourtant continuer à travailler dans cette guilde. Le protagoniste lui ordonna de se taire. C'était un ordre du maître de guilde. Il devait partir rapidement. Le subordonné dit qu'il comprenait et le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Après cela, l'homme partit et Alistella entra dans la pièce. Perplexe, elle demanda ce qui n'allait pas avec cet homme. Le protagoniste expliqua qu'il avait demandé quelques jours de congé. La jeune fille se demanda si c'était pour cette raison qu'il l'avait renvoyée de la guilde. Le protagoniste avait remarqué que la mère de cet employé s'était évanouie chez elle, alors il s'était arrangé pour qu'il travaille dans une guilde de marchands près de son domicile. La charge de travail était plus légère et les horaires plus courts que ceux d'un aventurier. Cela lui permettrait de mieux s'occuper de sa mère. C'était donc une décision parfaitement rationnelle, mais il tenait quand même à rester dans la guilde. Sa mère se faisait vieille, personne ne savait quand sa santé pourrait décliner. Pourquoi ne comprenait-il pas qu'il valait mieux trouver un travail plus près de chez lui? Soudain, un cri se fit entendre depuis la fenêtre. L'employé récemment licencié qui se tenait dehors remercia à nouveau le maître de guilde, ajoutant qu'il lui serait reconnaissant pour le reste de sa vie. Lorsque sa mère serait rétablie, il reviendrait sans faute. Le protagoniste marmonna « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » La princesse sourit et fit remarquer qu'il se souciait vraiment du bien-être de ses subordonnés. Quelle grandeur d'âme! Le soir venu, Rita, la maîtresse de la guilde des magitechniciens Emley Star, débarqua en titubant dans le bureau d'Axe et s'exclama d'un air pitoyable qu'elle n'en pouvait plus. Le travail était si dur. Elle voulait démissionner. Il répondit calmement qu'elle ne le pouvait pas. Il ne le permettrait pas. La jeune femme insista disant qu'elle n'en pouvait plus. C'était trop dur pour elle. Le protagoniste rétorqua qu'elle ne devait pas. Il était trop tôt pour abandonner. Elle pouvait y arriver. Alistella l'interpella et lui demanda si elle voulait quitter la guilde. Il répondit que non. Cette femme avait quitté leur guilde après avoir battu tous les autres lors de la compétition. Maintenant, elle était la maîtresse de la guilde des magitechniciens. La princesse s'exclama avec étonnement. Elle était si jeune et déjà maîtresse de guilde. Rita sourit malicieusement et demanda si elle était vraiment si jeune. Elle se présenta et ajouta qu'elle était ravie de faire sa connaissance. Alistella surprise se présenta à son tour et lui demanda si elle voulait quitter son poste. La jeune femme confirma et expliqua qu'elle n'arrivait pas à gérer les gens. C'était trop difficile. Elle n'en pouvait plus. « S'il vous plaît, laissez-moi travailler à nouveau sous vos ordres. » Le protagoniste refusa. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle était maîtresse de guilde. Il était temps pour elle de se ressaisir. Rita s'écria que ça faisait 3 ans qu'elle essayait. Ça suffisait. Elle n'en pouvait plus. Il déclara calmement que depuis qu'elle avait repris la guilde, ses statistiques augmentaient chaque année. La jeune femme répondit que ce n'était qu'un coup de chance. Le protagoniste rétorqua que le succès ne s'obtenait pas par hasard. C'était la preuve qu'elle avait le talent pour diriger la guilde. Il savait qu'elle faisait des efforts, mais ce n'était pas sa limite. Elle pouvait faire plus. Elle avait du talent à la fois en tant que magitechnicienne et en tant que leader. Il s'en portait garant. Rita, après un moment de réflexion, lui dit qu'il avait raison. Si elle démissionnait maintenant, elle lui causerait des ennuis et elle ne le voulait pas. Alors elle allait retourner au travail. Le protagoniste lui dit que si elle avait le temps de bavarder ici, elle ferait mieux de créer quelque chose qui en vaille la peine. Rita s'exclama. Alors quand elle créerait un nouveau modèle, la première chose qu'elle ferait serait de le lui apporter. Il lui dit qu'il attendrait ça avec impatience. Après tout, elle fabriquait toujours d'excellents produits. La jeune femme était flattée. Le maître de guilde l'avait complimenté. Rita se calma et dit « D'accord, je retourne au travail. » Après son départ, le protagoniste dit « Franchement, impossible de les comprendre. Ils ont trouvé un bon endroit où travailler. Pourquoi tout le monde veut revenir travailler pour moi? » Alistella le regarda d'un air pensif et resta silencieuse. Il demanda perplexe « Qu'est-ce que tu as? » La princesse lui dit timidement que tout allait bien. Elle pensait juste qu'il était une personne très inhabituelle. Le protagoniste fut d'accord et dit qu'elle était vraiment du genre à avoir des émotions qui changent à chaque seconde. Alors que l'obscurité s'installait et que la nuit tombait. Alistella buvait du vin dans la salle de la guilde et s'exclama avec admiration que c'était incroyablement délicieux. Elle n'avait jamais goûté un vin aussi excellent. Roselia répondit avec un sourire que cet alcool et ces plats étaient tous préparés par des personnes dont le maître de guilde avait autrefois décelé et cultivé les talents. Elle s'émerveilla se disant que cela signifiait qu'il n'y avait que des gens exceptionnels ici. Soudain, Henry l'interpella et lui dit en souriant qu'elle se trompait. Bray précisa qu'en réalité, la personne exceptionnelle ici, c'était le maître de guilde. Henry lui a raconté que lorsqu'elle avait été renvoyée parce qu'on la jugeait inutile, c'est lui qui l'avait approchée, avait reconnu son talent caché et l'avait aidé à le développer.
Sans lui, elle aurait péri dans la rue depuis bien longtemps. La princesse remarqua avec surprise qu'elles admiraient toutes sincèrement Monsieur Act. Soudain, à une autre table, une des aventurières demanda « Est-ce qu'elle est en train de dire qu'elles aiment le maître de guilde ?» demanda la jeune fille perplexe. « N'est-ce pas ?» pensa-t-elle. « Ça ne peut pas être vrai. Mais ne venait-elle pas de lui faire autant d'éloges? Serait-il vraiment ce maître de guilde dépravé dont parlent les rumeurs? » Soudain, Rosalia l'interpella et lui dit qu'elle se trompait lourdement car elles adoraient tout simplement le maître de guilde. Une des aventurières se fit remarquer qu'elle avait parfaitement résumé la situation. Une autre fille ajouta que le mot « apprécier » avait perdu tout son sens depuis longtemps. Elle l'aimait tout simplement à la folie. Elles commencèrent à lui raconter des histoires. Alistella, surprise, réalisa que tout était comme elle le pensait. Elle demanda « Monsieur Act est un homme bon, n'est-ce pas? » Tout le monde acquiesça volontiers. Henry s'approcha d'elle et lui demanda si elle aussi elle aimait le maître de guilde, n'est-ce pas? La jeune fille, très embarrassée, s'exclama « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? » Une des aventurières dit qu'il était si fiable, intelligent et beau. Pas étonnant qu'on puisse tomber amoureuse de lui. Alistella, gênée, répondit que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu dire. Soudain, Roselia frappa la table et déclara que le maître de guilde lui appartenait. À cet instant, toutes les aventurières commencèrent à se disputer. Alistella, déconcertée, essaya de les calmer, mais ce fut inutile. Roselia déclara l'air penaud qu'elle voulait se consacrer entièrement à lui. Elle l'aimait. La princesse accourut vers elle et lui dit de s'arrêter et de boire un peu d'eau. Soudain, le protagoniste lui-même entra dans la salle, demandant d'un air sérieux pourquoi elle criait au milieu de la nuit. Les filles le regardèrent avec crainte. Elle faisait trop de bruit, n'est-ce pas? Il confirma, ajoutant qu'on pouvait même les entendre depuis sa maison derrière le bâtiment. C'était à cause d'elle qu'il s'était réveillé. Ces effrontés avaient donc décidé de troubler son sommeil, c'est bien ça. Toutes les aventurières très agitées se mirent à s'excuser. Le protagoniste claqua la porte et ordonna à tout le monde de rentrer rapidement chez soi et d'aller se coucher. Après quoi, elles commencèrent à arranger leurs affaires. Alistella, qui observait la scène, fit remarquer que c'était étrange. Après tout, elles venaient de se faire gronder et pourtant elles étaient toujours rayonnantes. Roselia répondit que c'était simplement la sollicitude du maître de guilde. Si elle buvait une trop, elle ne pourrait pas travailler demain, alors il est venu pour les empêcher de se saouler. Elle demanda « Alors il n'était pas en colère parce qu'elle troublait son sommeil. » Roselia s'exclama « Bien sûr que non. Tu n'as pas vu, il n'était même pas en pyjama. Il ne se met jamais en colère sans raison. Même quand il se fâche, c'est parce qu'il se soucie de nous. » Alistella pensa « Le monde est plein de maîtres de guilde qui traitent leurs membres comme des outils qui les renvoient sans raison. » Monsieur Act, au contraire, ne voit pas les gens comme des outils ou des pions sur un échiquier, mais comme de véritables subordonnés. Et maintenant, elle est sûre que l'image qu'elle avait de lui, celle d'un homme bon, était tout à fait exacte. La princesse dit qu'il était un homme bien. Roselia acquiesça, ajoutant qu'il était authentique et qui plus est le meilleur maître de guilde au monde. La jeune fille marqua une pause et rien qu'en voyant ce sourire, tout devint clair. Il ne fallait vraiment pas se fier aux rumeurs. Quelque temps après, ils décidèrent de jouer aux échecs dans le bureau du protagoniste. Le protagoniste l'interpella et lui demanda pourquoi elle était figée, qu'elle joue son coup enfin. Alistella, excitée, commença à annoncer ses coups à voix haute, essayant de gagner. À ce moment, Frederica entra dans la pièce, lui tendit le journal du soir et demanda s'il jouait aux échecs. Le protagoniste la remercia et ajouta qu'il avait décidé de se détendre un peu, mais que son adversaire s'était avéré trop faible. Alistella s'exclama avec mécontentement. Elle avait pourtant été la meilleure joueuse de la cour royale, soit dit en passant. Il répondit « Alors qu'elle joue ?» La servante l'interrogea sur un nouveau membre pour le groupe des héros. Le protagoniste répondit qu'il avait déjà choisi un combattant au corps à corps à qui il pouvait confier ses arrières. Maintenant, il lui fallait un mage. La princesse acquiesça, ajoutant que trouver un mage comme Lawrence serait extrêmement difficile. Act dit « Préparez-vous, nous partons ». La jeune fille s'exclama déconcertée. « Attendez, nous n'avons pas encore fini. » Le protagoniste fit silencieusement un mouvement et annonça échec et mat. Frederica annonça sans la moindre émotion la victoire du maître. C'était délicieux. Le protagoniste commença à partir disant que Frederica resterait responsable. La jeune femme inclina la tête et leur souhaita un bon voyage. Quelque temps après, ils se mirent en route. Alistella demanda où ils allaient. Le protagoniste lui dit de regarder le titre du journal. Elle lut qu'il y avait eu une explosion dans le donjon et que toutes les personnes impliquées avaient été miraculeusement sauvées. Il dit qu'ils se dirigeaient vers une ville proche des lieux. Leur futur allié devrait être là-bas. Confuse, la jeune fille demanda « L'allié de M. Lawrence, comment savez-vous ça? » Le protagoniste lui conseilla de continuer à lire. Alistella lut que la cause de l'explosion était inconnue. Elle a souri et a suggéré que l'explosion avait probablement été causée par un sort, ce qui signifiait qu'il y avait un mage dans le donjon si puissant qu'il avait détruit un étage entier. Le protagoniste a répondu qu'elle n'avait aucune preuve.
Même si l'explosion était intentionnelle, pourquoi détruire le donjon avec? S'il s'agissait d'une attaque délibérée, pourquoi n'y avait-il aucune victime? Elle était d'accord avec lui. C'était vrai. Il y avait trop peu de victimes pour une attaque. Le protagoniste a ajouté que l'explosion était très probablement due à un dragon de feu. C'était leur saison des amours en ce moment et ils sont extrêmement agressifs. Et si quelqu'un avait survécu à un coup direct de sa flamme, cela signifiait qu'il y avait parmi eux un mage assez puissant pour protéger tous les autres. Après quelques jours de voyage en calèche, ils sont arrivés dans la ville de Levero. Le protagoniste et Alistella se sont rendus à la guilde des aventuriers et ont commencé à interroger tout le monde sur l'incident. Le maître de guilde Gary a expliqué que tout un étage du donjon avait fondu. Il pensait que personne n'avait survécu. Le protagoniste a demandé le nom de la personne qui l'avait signalé en premier. L'homme a répondu que c'était Eli. Je pense que c'est un novice, il fait de son mieux, bien sûr, mais jusqu'à présent sans grand succès. On dit que ses compagnons le harcèlent et le considèrent comme inutile. Il les a déjà prévenus plusieurs fois. Le protagoniste a demandé « Mais c'est bien lui qui a couru le premier pour le signaler, n'est-ce pas? Sait-il où le trouver? » Gary a acquiescé et a répondu que son équipe était actuellement à la taverne. Ils l'ont remercié et sont partis. Alistella a demandé s'il pensait vraiment que cet Ellie était un mage du niveau de Lawrence. Il lui a répondu « Oui, sans le moindre doute. » La jeune fille a fait remarquer qu'on le traitait d'inutile. Elle avait du mal à croire qu'un tel homme puisse être un grand mage. Le protagoniste a fait remarquer que discuter sans l'avoir vu de leurs propres yeux était une perte de temps. Ils allaient le trouver et voir par eux-mêmes. Après un certain temps, ils sont arrivés à une taverne. Ils se sont approchés d'un type assis à une table. Le protagoniste a demandé s'il pouvait lui parler. Il était le chef du groupe d'Ellie. « N'est-ce pas? » Hans a souri et lui a dit « Non, je l'ai viré de mon équipe. » La princesse surprise a demandé au type pourquoi. Il a expliqué que c'était parce que c'était un déchet inutile, voilà tout. Il ne leur avait causé que des problèmes. Même lors de ce voyage au donjon où l'explosion s'est produite, le boulet n'arrêtait pas de pleurnicher qu'il devait rentrer à la maison alors ils ont eu des ennuis à cause de lui. La jeune fille s'est exclamée avec indignation « Comment peut-il dire ça? » Le protagoniste l'a remercié pour l'information et lui a donné un sac d'argent. Hans a souri et a dit qu'il était un gars généreux. Act a acquiescé, ajoutant que grâce à lui, il avait gagné du temps. Le type confus a demandé de quoi il parlait. Le protagoniste s'est retourné et a répondu que les imbéciles ne pouvaient pas comprendre. Il a dit à Alistella qu'il était temps pour eux de partir. Quand les alliés ont atteint la rue, la princesse lui a demandé pourquoi ils l'avaient arrêté. Act a répondu « Parce que c'était une perte de temps ». La jeune fille a continué sur sa lancée. Si ce n'était pas pour cette Eli, tout se serait terminé en tragédie, n'est-ce pas? Il a été renvoyé pour ça et maintenant on le ridiculise. C'est tellement injuste. Tout son discours était empreint d'une indignation sincère. Le protagoniste a fait remarquer « À quoi servira ta colère? Elle ne fera que t'épuiser inutilement. » Elle voulait ajouter quelque chose d'autre, mais il l'a interrompu, a regardé le ciel et a dit « Il va bientôt pleuvoir. » Ils continueraient leur recherche demain, mais pour l'instant, ils devaient retourner à l'hôtel. Le lendemain, les alliés ont poursuivi leur recherche. Il a recommencé à pleuvoir et ils ont couru vers l'hôtel, s'est exclamé Alistella. Soudain, une telle averse s'est abattue. Le protagoniste lui a dit de ne pas le lâcher. Les alliés couraient, mais le protagoniste a remarqué un gars marchant calmement sous la pluie battante, toute sa silhouette exprimant le désespoir. Act s'est arrêté brusquement et a regardé le passant. La princesse lui a demandé avec surprise pourquoi il s'était arrêté. Le protagoniste lui a dit de retourner à l'hôtel et a couru pour rattraper Eli. La jeune fille s'est exclamée avec perplexité « Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? » Le protagoniste a rattrapé le gars et lui a demandé « Tu t'appelles bien Eli? » Le magicien l'a regardé avec surprise et a demandé qui il était. Le protagoniste lui a dit qu'il le cherchait, qu'il vienne avec lui, il devait parler. Il a jeté sa cape sur le garçon trempé. Eli, confus, a demandé ce qu'il voulait. Act a répondu qu'il n'allait rien lui faire, qu'il vienne avec lui. Eli a réfléchi un instant puis a accepté. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, la princesse, après avoir écouté le protagoniste, a attrapé une serviette et a dit avec indignation à son allié « Mais comment est-ce possible? Tu aurais au moins pu expliquer correctement que c'était le même gars. » Il a répondu que ça aurait été trop long. Alistella a commencé à sécher la tête d'Eli, qui était trempée. Le protagoniste s'est tourné vers la princesse et a dit qu'il y avait des chambres séparées pour les hommes et les femmes. Elle y devrait d'abord prendre une douche chaude. Le magicien a dit avec embarras « Ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal. » Le protagoniste l'a interrompu en disant « Ne t'emballe pas. Je ne veux juste pas que tu attrapes froid et que tu me causes des ennuis. »« Dépêche-toi » a murmuré la princesse au garçon surpris. Parfois, il vaut mieux simplement accepter la gentillesse avec gratitude. Il se tenait devant la porte de sa chambre d'hôtel, hésitant à entrer. Le protagoniste lui dit de se dépêcher d'entrer. La princesse le poussa à l'intérieur. En entrant dans la pièce, le protagoniste se dit qu'il était temps pour lui aussi d'aller à la salle de bain.
Quand Alistella entra à son tour dans la salle de bain, elle tomba sur le protagoniste. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. La jeune fille s'exclama « Quelle catastrophe! Cet enfant, en fait, c'était un garçon. » Elle ajouta avec regret « Quelle indécence! » Le protagoniste, en la regardant, se demanda si elle réalisait qu'elle venait de jeter une serviette par terre alors qu'elle-même n'était vêtue que d'une autre serviette. Il lui dit de s'habiller. Ce n'est qu'à ce moment-là que la princesse réalisa la situation dans laquelle elle se trouvait. Sa gêne et sa honte ne connaissaient aucune limite.